Lorsque Christophe Colomb débarqua sur l'île d'Haïti en 1492, il découvrit une société complexe et bien organisée, les Taïnos. Ces Amérindiens, qui appelaient leur île Haïti ou terre montagneuse, avaient développé une civilisation prospère avec une organisation sociale élaborée, des pratiques agricoles avancées et une riche culture spirituelle. Mais d'où venaient ces premiers habitants de l'île d'Haïti ? Les premières preuves de présence humaine dans les Amériques remontent à au moins 15 000 ans, lors de la dernière période glaciaire. La théorie est que les gens ont traversé un pont terrestre entre la Sibérie et l'Alaska, connu sous le nom de Beringie, qui a été exposé en raison de la baisse du niveau de la mer. Ce pont terrestre reliait l'Asie et l'Amérique du Nord, permettant aux premiers humains de migrer de l'Asie vers les Amériques. Des découvertes archéologiques récentes, telles que les anciennes empreintes de pas, trouvées sur la côte pacifique du Canada en 2018, suggèrent que les humains sont peut-être arrivés dans les Amériques plus tôt qu'on ne le pensait auparavant, peut-être jusqu'à 15 000 ans ou même plus tôt. Cependant, d'autres recherches et analyses sont nécessaires pour confirmer ces résultats et pour mieux comprendre l'histoire complexe et dynamique de la migration et de l'établissement humain dans les Amériques. Les premières personnes à migrer vers les Amériques étaient probablement des chasseurs-cueilleurs nomades qui suivaient des troupeaux de grands mammifères, tels que des mammouths et des bisons, alors qu'ils se déplaçaient à travers le continent. Ces premiers peuples possédaient de simples outils de pierre et comptaient sur la chasse et la cueillette pour leur subsistance. L'île d'Hispaniola, qui est maintenant divisée entre Haïti et la République dominicaine, a d'abord été peuplée par des peuples autochtones connus sous le nom de Taïnos. Le moment exact de l'arrivée des Taïnos sur l'île est incertain, mais on pense qu'il s'est produit il y a environ 5000 ans sur la base de preuves archéologiques. Des preuves linguistiques suggèrent que le peuple taïno pourrait provenir des peuples de langue arawak de la région du fleuve Orénoque en Amérique du Sud. Certains chercheurs pensent que la langue taïno a évolué à partir d'une langue arawak antérieure parlée dans la région. Des preuves archéologiques soutiennent également la théorie selon laquelle le peuple taïno a migré d'Amérique du Sud vers les îles des Caraïbes. Les fouilles de sites archéologiques sur les îles ont révélé des similitudes dans les styles de poterie, les pratiques agricoles et d'autres éléments culturels entre les peuples taïno et arawak d'Amérique du Sud. On pense que les taïnos se sont progressivement installés sur les îles d'Haïti, de Porto Rico, de la Jamaïque et d'autres îles voisines. Certains chercheurs suggèrent que le peuple taïno est peut-être arrivé sur les îles en canoë ou en radeau, tandis que d'autres pensent qu'ils ont peut-être voyagé à pied sur des ponts terrestres qui reliaient autrefois les îles à l'Amérique du Sud. Les taïnos étaient une civilisation complexe et sophistiquée avec une culture et une organisation sociale riche. Leur société était organisée en chefferies, chacune avec son propre chef appelé cacique qui supervisait les affaires politiques, économiques et sociales de leur communauté. Les chefferies étaient organisées de manière hiérarchique, chaque chefferie ayant un chef suprême qui supervisait un groupe de chefs subordonnés. L'une des principales caractéristiques de la société taïno était son système agricole complexe. Les taïnos d'Haïti et des autres îles des Caraïbes cultivaient diverses plantes, dont le maïs, le manioc, les haricots et les patates douces. Ils pratiquaient également la pêche, la chasse et la cueillette, qui étaient d'importantes sources de nourriture et de ressources. Les taïnos étaient également des artisans qualifiés, produisant une grande variété de produits, notamment de la poterie, des textiles, des sculptures et des bijoux. Ils étaient habiles dans le tissage et la filature, et fabriquaient également des sculptures en bois complexe et des sculptures en pierre. La religion a joué un rôle important dans la société taïno.
les Taïnos pratiquant un système de croyances complexe et nuancé qui comprenait diverses divinités et esprits. Les Taïnos croyaient en un dieu créateur, ainsi qu'en une variété d'autres dieux et déesses associés à des aspects spécifiques du monde naturel, tels que le soleil, la lune et la mer. Ils croyaient également en l'existence d'esprits, y compris les esprits ancestraux, et avaient un système complexe de rituels et de cérémonies associés à leurs pratiques religieuses. La musique et la danse étaient également des éléments importants de la culture taïno, les Taïnos utilisant une variété d'instruments, notamment des flûtes, des tambours et des maracas. Ils avaient également une riche tradition de danse, avec de nombreuses danses associées à des cérémonies religieuses ou à d'autres événements importants. Mais alors que les Taïnos s'épanouissaient dans leur propre monde, leur vie était sur le point d'être changée à jamais par un homme né à plus de 7000 km d'eux. Il s'appelait Christophe Colomb. Il a longtemps été admis que Christophe Colomb était né à Gênes en Italie en 1451. Or, des études récentes suggèrent qu'il serait issu d'une famille de juifs séfarades, probablement originaires d'Espagne. Il aurait alors dissimulé ses origines juives pour échapper à l'antisémitisme omniprésent dans l'Europe du XVe siècle. Il avait peu d'éducation formelle, mais s'était intéressé à la géographie et à la navigation dès son plus jeune âge. Colomb est devenu marin à l'âge de 14 ans, travaillant sur divers navires et devenant finalement capitaine. En 1477, Colomb a déménagé au Portugal, où il a commencé à développer son idée de trouver une nouvelle route vers l'Asie en naviguant vers l'ouest à travers l'océan Atlantique. Il croyait qu'en faisant cela, il pourrait établir une route commerciale lucrative pour la couronne espagnole, ce qui aiderait à financer une croisade chrétienne pour reprendre la Terre Sainte du contrôle musulman. En 1484, Christophe Colomb présenta son plan au roi Jean II du Portugal, mais le roi le rejeta. Colomb se tourne alors vers l'Espagne où il veut gagner le soutien du roi Ferdinand II et de la reine Isabelle I de Castille. Le 1er mai 1486, l'autorisation ayant été accordée, Colomb présenta ses plans à la reine Isabelle qui, à son tour, les renvoya à un comité. Les érudits espagnols, comme leurs homologues portugais, ont répondu que Colomb avait grossièrement sous-estimé la distance à l'Asie. Malgré ce rejet, les souverains décident de prendre Colomb sous leur protection afin qu'ils ne vendent pas son idée ailleurs et aussi qu'ils puissent garder leurs options ouvertes. Mais après plusieurs années de lobbying, Colomb reçut finalement en 1492 l'approbation des monarques pour financer son voyage. Après avoir reçu l'approbation du roi Ferdinand et de la reine Isabelle pour entreprendre son voyage, il a commencé les préparatifs de l'expédition. Colomb a passé plusieurs mois à rassembler des fournitures et à recruter des membres d'équipage pour le voyage. Le recrutement de l'équipage posera néanmoins quelques problèmes. Peu de personnes étaient prêtes à se porter volontaires pour ce voyage. Le frère franciscain Antonio de Marchena jouera un rôle notable, notamment en permettant à Christophe Colomb de rencontrer et de convaincre les frères Pinzon, dont l'influence locale était grande. Cependant, 4 prisonniers, dont un condamné à mort pour meurtre, furent graciés et libérés de prison pour compléter l'équipage. Le frère de Colomb, Bartholomew, qui a servi comme capitaine du navire Pinta, faisait également partie de l'équipage. Un autre défi auquel Colomb a dû faire face était de trouver suffisamment de financement pour l'expédition. Bien que les monarques espagnols aient accepté de financer le voyage, ils n'ont fourni qu'une partie des fonds nécessaires. Colomb a dû lever le reste de l'argent en empruntant à de riches amis et associés d'affaires. Enfin, le soir du 3 août 1492, Christophe Colomb quitta Palau de la Frontera avec 3 navires. La plus grande était une caraque, la Santa Maria, détenue et dirigée par Juan de la Cosa, et sous le commandement direct de Christophe Colomb. Les 2 autres étaient des caravelles plus petites, la Pinta et la Nina, pilotées par les frères Pinzon. Environ 90 hommes composaient cet équipage. Colomb a d'abord navigué vers les îles Canaries. Là, il a réapprovisionné et effectué des réparations, puis est parti de San Sebastián de la Gomera le 6 septembre, pour ce qui s'est avéré être un voyage de 5 semaines à travers l'océan. Le voyage a été difficile, l'équipage étant confronté à de nombreux défis, notamment des tempêtes. L'une des tempêtes les plus violentes s'est produite dans la nuit du 13 septembre 1492, alors que la flotte se trouvait encore dans l'océan Atlantique. La tempête était si intense que les navires ont été séparés, la Pinta et la Nina s'éloignant de la Santa Maria. L'équipage était terrifié et Colomb lui-même craignait qu'ils ne périssent tous dans la tempête. Cependant, les navires ont réussi à survivre et ils se sont finalement regroupés après le passage de la tempête. Alors qu'ils naviguaient vers l'ouest, l'équipage faisait également face à une lutte constante pour maintenir ses approvisionnements en nourriture et en eau. Ils ont été contraints de rationner leurs provisions et de compter sur l'eau de pluie pour boire et cuisiner. Le voyage a été éprouvant physiquement et mentalement, et de nombreux membres d'équipage sont tombés malades ou sont morts de maladie. Selon le journal de Colomb, 5 membres d'équipage sont morts pendant le voyage, mais d'autres sources suggèrent que le nombre aurait pu être plus élevé. De plus,
Certains membres d'équipage doutaient des capacités de Colomb en tant que navigateur et n'étaient pas d'accord avec ses décisions sur la façon de procéder pendant le voyage. Cela a conduit à des mutineries à plusieurs reprises, certains membres d'équipage menaçant même de renverser Colomb par-dessus bord et de retourner en Espagne. Le 7 octobre, l'équipage repère d'immenses nuées d'oiseaux. Le 11 octobre, Colomb a changé le cap de la flotte vers l'ouest et a navigué toute la nuit, croyant que la Terre allait bientôt être trouvée. Vers 2 heures le lendemain matin, un guetteur sur la Pinta, Rodrigo de Triana, a repéré la Terre. Le capitaine de la Pinta, Martin Alonso Pinzon, a vérifié la vue de la Terre et a alerté Colomb. Colomb a soutenu plus tard qu'il avait déjà vu une lumière sur la Terre quelques heures plus tôt, réclamant ainsi pour lui-même la pension à vie promise par Ferdinand et Isabelle à la première personne à apercevoir la Terre. Dans la matinée, Colomb et les frères Pinzon ont pris un bateau et ont atterri sur une petite île nommée Guanahani par ses habitants taïnos. Le navigateur fit enregistrer sa prise de possession au nom de la reine de Castille par le notaire qui les accompagnait. Il lui a donné l'un des noms du Christ, San Salvador, et s'est proclamé vice-roi et gouverneur général. Lorsque Colomb et son équipage sont arrivés à Guanahani, ils ont été accueillis par un groupe de taïnos qui sont venus à la plage pour les accueillir. Les taïnos étaient curieux en voyant les nouveaux arrivants et ils ont apporté des cadeaux de nourriture des dos aux marins. Colomb a été frappé par la beauté et la simplicité du mode de vie taïno. Il les a décrits comme pacifiques et généreux, et il a écrit dans son journal qu'il était les meilleures personnes du monde et surtout les plus douces. Colomb a été impressionné par l'agriculture des taïnos, leur habileté à faire de la poterie et leur maison simple mais élégante. Malgré la convivialité initiale entre les deux groupes, il y avait aussi des différences culturelles importantes et des malentendus. Les taïnos n'avaient aucune notion de propriété foncière et ils ne comprenaient pas les prétentions de Colomb de prendre possession de leur île au nom des monarques espagnols. Colomb a également eu du mal à communiquer avec les taïnos, car ils ne parlaient pas leur langue et devaient compter sur des interprètes. Croyant avoir atteint les côtes de l'Inde, Christophe Colomb appela ces indigènes indiens. Il était intrigué aussi par les bijoux en or dont ces Indiens se paraient. Il rapporte que, lors de ce premier contact, communiquant par gestes, à force de répétitions et malgré quelques incompréhensions, les taïnos leur ont dit que l'or se trouvait en grande quantité sur une grande île située au sud-est, habitée par des populations de cannibales qui leur sont hostiles. Le 28 octobre, Christophe Colomb débarque dans une baie aujourd'hui appelée baie de Bariais. Il donna à l'île, aujourd'hui Cuba, le nom de Juana, en l'honneur de l'enfant Don Juan, fils des rois catholiques. Le 12 novembre, les navires repartent. Le 23 novembre, Christophe Colomb perd de vue la Pinta et accuse Martin Alonso Pinzon de désertion. En réalité, Pinzon était parti seul explorer la terre soi-disant convoitée du Japon. Colomb est retourné à Cuba, où il a entendu parler d'une île à l'est appelée Boyo par les indigènes. Il remit les voiles le 4 décembre et le 6 décembre, il posa le pied sur l'île et la baptisa du nom d'Hispaniola, la Española, l'Espagnol, car cela lui rappelait les campagnes de Castille. Il avait atteint l'île que ses habitants appelaient Haïti ou Quisqueya. Ce sont les deux principaux noms utilisés par le peuple taïno pour leur terre natale. Haïti signifiait « pays des hautes montagnes », tandis que Quisqueya signifiait « mer de toutes les terres ». Les Européens ont débarqué sur le site de ce qui est aujourd'hui Môle-Saint-Nicolas, le 6 décembre 1492. En arrivant sur l'île d'Haïti, Colomb et son équipage ont été accueillis par les indigènes taïnos, qui étaient pacifiques et réceptifs aux Européens. Les taïnos étaient curieux de connaître les nouveaux venus, et Colomb était également désireux d'en apprendre davantage sur leur culture. Christophe Colomb fut captivé par la beauté et les ressources naturelles d'Hispaniola. Il décrivit l'île comme un paradis, avec des terres fertiles, de l'or en abondance et un climat agréable. Colomb pensait que l'île avait un grand potentiel pour la colonisation et l'extraction des ressources, ce qui profiterait à l'Espagne et favoriserait ses ambitions impériales. L'île d'Haïti était divisée en 5 caciquas ou provinces distinctes, chacune ayant son propre cacique ou chef. Les 5 caciquas étaient Mariens, Magua, Maguana, Zaragua et Higüey. Mariens était dirigé par Guacanagarix. Magua, situé dans le nord-est, était dirigé par Guarionex. Maguana, dans la partie centrale de l'île, était dirigé par un cacique nommé Caonabo. Ce caciquat était connu pour ses montagnes et deviendra le centre de la résistance contre les colonisateurs espagnols. Zaragua était situé dans la partie sud-ouest de l'île et était dirigé par Boequio. Après la mort de Boequio à la fin des années 1490 ou au début des années 1500, probablement en raison de maladies ou de causes naturelles, Anacaona,
sa sœur et épouse de Caonabo, deviendra sa successeur. Higüey se trouvait dans la partie est de l'île et était dirigé par un cacique nommé Kayakoa. Guacanagarix, qui régnait sur la région de Marien, fut l'un des premiers dirigeants indigènes à rencontrer Christophe Colomb et son équipage à leur arrivée. Il était amical et coopératif. Durant la nuit de la veille de Noël, du 24 au 25 décembre 1492, alors qu'un mousse est seul à la barre de la Santa Maria, le navire s'échoue sur un récif. Le navire est perdu et seule l'aide des Indiens a permis de débarquer la plupart de la cargaison en urgence. Guacanagarix a offert son aide et a permis à Colomb d'établir la colonie de la Navidad sur son territoire, en utilisant les restes du navire comme matériaux de construction. Christophe Colomb dut se résoudre à laisser 39 hommes derrière lui. Il prit quelques indigènes en otage et poursuivit son exploration. Il continua à naviguer le long de la côte nord d'Hispaniola avec un seul navire jusqu'à ce qu'il rencontre Pinzon et la Pinta le 6 janvier 1493. Le 13 janvier 1493, Colomb fit son dernier arrêt de ce voyage dans le Nouveau Monde, dans la baie de Rincón, au nord-est d'Hispaniola. Là, il rencontra les Ciguayos, les seuls indigènes qui offrirent une résistance violente lors de ce voyage. Les Ciguayos refusèrent d'échanger le nombre d'arcs et de flèches que Colomb désirait. Lors de l'affrontement qui s'ensuivit, un Ciguayo fut poignardé aux fesses et un autre blessé par une flèche dans la poitrine. À cause de ces événements, Colomb nomma cette baie le Golfo de las Flechas, baie des Flèches. Ensuite, il se dirigea vers l'Espagne. Après le départ de Colomb pour l'Espagne, laissant 39 hommes derrière lui à la colonie de la Navidad, la situation s'est rapidement détériorée. Les hommes laissés derrière par Colomb étaient sous le commandement de Diego de Tarrana et avaient pour consigne de maintenir de bonnes relations avec les indigènes taïnos, de rassembler de l'or et d'attendre le retour de Colomb. Plusieurs facteurs ont contribué à la chute de la Navidad pendant l'absence de Colomb. Tout d'abord, les hommes laissés derrière eux n'ont pas réussi à maintenir une relation respectueuse et coopérative avec les taïnos. Au contraire, ils ont commencé à exploiter la population locale, exigeant de la nourriture, des femmes et prenant des ressources de force. Ce comportement a créé des tensions et de l'animosité entre les Espagnols et les taïnos. De plus, les conflits internes et les luttes de pouvoir parmi les colons espagnols ont affaibli la cohésion et l'efficacité du groupe. Les hommes étaient mal préparés à faire face aux défis de la vie dans un environnement inconnu et manquaient de discipline et de prévoyance pour établir une colonie durable et bien défendue. Alarmé par la présence espagnole et les perturbations qu'il provoquait, Caonabo, le puissant cacique taïno de la région de Maguana, a orchestré une attaque contre la colonie. Les forces taïnos ont submergé les Espagnols, ce qui a entraîné la destruction de la Navidad et la mort des 39 hommes laissés derrière. Lorsque Colomb est rentré en Espagne en mars 1493 après son premier voyage, il a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Sa découverte du Nouveau Monde était considérée comme un exploit monumental, et il a été célébré en tant qu'explorateur et navigateur accompli. La reine Isabelle et le roi Ferdinand étaient particulièrement satisfaits de ses découvertes, car ils avaient financé son expédition dans l'espoir de trouver de nouvelles routes commerciales et des ressources précieuses. Colomb a présenté aux monarques espagnols quelques-uns des indigènes qu'il avait capturés du Nouveau Monde, ainsi que divers objets exotiques, tels que de l'or, des perroquets et des plantes, y compris du tabac. Ces objets ont encore alimenté l'excitation et la curiosité de la cour espagnole et de la population en général. Le succès du premier voyage de Colomb a encouragé le roi Ferdinand et la reine Isabelle à financer une deuxième expédition pour explorer et coloniser davantage les terres nouvellement découvertes. Les préparatifs pour le deuxième voyage ont commencé peu après le retour de Colomb en Espagne, et cette fois, l'échelle de l'expédition était beaucoup plus grande. Le deuxième voyage visait à établir une présence permanente dans le Nouveau Monde et à tirer parti de la richesse et des ressources potentielles des terres découvertes. La flotte pour le second voyage était composée de 17 navires, comprenant des navires grands et petits, et transportait environ 1200 colons, y compris des soldats, des agriculteurs, des artisans et des prêtres. Les colons étaient équipés de diverses fournitures, outils, bétail, des graines nécessaires pour établir une colonie autonome. La deuxième expédition avait également un programme d'exploration plus ambitieux, visant à découvrir de nouvelles îles et territoires dans les Caraïbes et au-delà. Lorsque Colomb est revenu à Hispaniola lors de ce second voyage en novembre 1493, il a découvert le sort funeste des 39 hommes qu'il avait laissés à la Navidad. L'établissement avait été détruit et tous les hommes avaient été tués. Colomb a appris du peuple taïno, y compris le cacique Guacanagarix, que les colons espagnols s'étaient mal comportés, maltraitant les locaux et s'emparant des ressources. Ce comportement avait conduit à des tensions et, finalement, à l'attaque de la Navidad par les forces du cacique Caonabo, se rendant compte qu'il devait établir un nouveau peuplement à un autre endroit.
Colomb décida de se déplacer vers l'est le long de la côte nord d'Hispaniola. Le 2 janvier 1494, il fonda l'établissement permanent La Isabela dans l'actuelle République dominicaine. La Isabela a été nommée en l'honneur de la reine Isabelle d'Espagne et devait servir de principal établissement espagnol dans le Nouveau Monde. La Isabela a été confrontée à de nombreux défis dès le départ. L'emplacement n'était pas idéal, car il manquait d'un port approprié, de terres fertiles et d'un accès facile à l'eau douce. Les colons ont rencontré des difficultés pour cultiver des plantes, entraînant des pénuries de nourriture et la malnutrition. De plus, les maladies apportées par les Européens ont commencé à se propager parmi la population taïno. Malgré ces défis, Colomb a continué à explorer les régions environnantes et à chercher des sources de richesse, en particulier l'or. Alors que la situation à la Isabela se détériorait, les conflits entre les Espagnols et le peuple taïno s'intensifiaient. À mesure que les colonisateurs espagnols commençaient à établir une présence plus permanente sur Hispaniola, ils cherchaient à exploiter le travail et les ressources du peuple taïno indigène pour promouvoir leurs objectifs économiques et politiques. Les colonisateurs espagnols visaient à extraire de l'or, établir des plantations et développer des réseaux commerciaux, considérant le peuple taïno comme une main-d'œuvre à soumettre et à contrôler. Cela a conduit à la mise en place de systèmes de travail forcés, tels que l'encomienda, qui permettaient aux Espagnols de contrôler et d'exploiter le travail des taïnos à leur profit. Les conditions difficiles, les mauvais traitements et la perte d'autonomie subie par le peuple taïno sous la domination espagnole ont conduit à un mécontentement croissant et à une résistance au sein de leur communauté. Ce mécontentement a donné naissance à des leaders comme Caonabo et Ana Caona, qui sont devenus des figures importantes de la résistance taïno contre la colonisation espagnole. De 1494 à 1496, alors que les Espagnols étendaient leur présence sur Hispaniola, Caonabo continuait de mener des raids et des assauts contre eux. Il ciblait les établissements, les caravanes et les mines espagnoles. Il a joué un rôle crucial dans la mobilisation d'autres caciques taïnos et de leur peuple pour résister à la colonisation espagnole. Ces actions ont inspiré d'autres dirigeants taïnos, tels que Guarionex, à rejoindre la résistance et à défendre leurs terres et leur mode de vie contre les forces espagnoles envahissantes. La résistance farouche de Caonabo contre les Espagnols en faisait une menace importante, et ils étaient impatients de le capturer. En 1496, le conquistador espagnol d'Alonso de Ojeda a conçu un plan pour arrêter Caonabo en utilisant la tromperie. Ojeda s'est approché de Caonabo sous couvert de diplomatie, lui offrant un cadeau de menottes en métal brillant qu'il prétendait être des symboles de royauté et d'amitié. Ignorant leur véritable objectif, Caonabo a laissé Ojeda lui mettre les menottes. Une fois sécurisé, Ojeda a révélé ses véritables intentions et a fait prisonnier Caonabo. Après sa capture, les Espagnols ont décidé d'envoyer Caonabo en Espagne, où il devait être présenté comme un symbole de la conquête et du pouvoir espagnol. Cependant, Caonabo n'est jamais arrivé en Espagne. Il est décédé lors du voyage transatlantique, probablement en raison des conditions difficiles sur le navire ou de la maladie. Les circonstances exactes de sa mort restent incertaines. Au cours de son troisième voyage, Colomb revint à Hispaniola le 19 août 1498 et trouva les colons se rebellant contre son autorité. En octobre 1499, il demanda à la cour d'Espagne d'envoyer un commissaire royal pour l'aider à gouverner. Francisco de Bobadilla fut envoyé pour enquêter sur les accusations de brutalité de Colomb. À son arrivée, Bobadilla reçut immédiatement des plaintes concernant les frères Colomb, se déclara gouverneur et saisit les biens de Colomb. Il rapporta à l'Espagne la gouvernance brutale de Colomb. En octobre 1500, Colomb et son frère Diego furent arrêtés et renvoyés en Espagne, où ils furent emprisonnés pendant 6 semaines avant que le roi Ferdinand n'ordonne leur libération. Les frères Colomb furent finalement convoqués au palais de l'Alhambra, où leur liberté et leur richesse furent restaurées. Cependant, Nicolas de Ovando devait remplacer Bobadilla en 1502 et devenir le nouveau gouverneur d'Hispaniola. Lorsque Nicolas de Ovando fut nommé gouverneur en 1502, il eut pour mission de rétablir l'ordre dans la colonie et de mettre en œuvre le droit espagnol. Son mandat de gouverneur a été marqué par plusieurs changements significatifs. Ovando était connu pour son approche stricte et disciplinée de la gouvernance. Il établit une administration plus structurée qui comprenait la nomination de fonctionnaires, la mise en œuvre du droit espagnol et la mise en place d'un système fiscal plus efficace. Il se concentra sur la consolidation de l'autorité espagnole sur l'île et la réorganisation de son administration pour mieux servir les intérêts de la couronne espagnole. Ovando a fondé plusieurs nouvelles villes et colonies sur Hispaniola, notamment Puerto Plata, Santiago et Concepción de la Vega. Ces colonies ont contribué à l'expansion du contrôle espagnol sur l'île et facilité l'extraction de ses ressources.
Il a poursuivi les politiques sévères envers le peuple indigène taïno initiées par Colomb. Le système d'encomienda, introduit par Colomb, a continué à exploiter les taïnos par l'esclavage. Le système d'encomienda accordait aux colons espagnols le droit d'exiger du travail et des tribus des peuples indigènes, entraînant leur mauvais traitement et leur abus généralisé. Après la mort de Caonabo, sa femme Ana Caona, la nouvelle cacica, chef de la région de Zaragua dans l'actuel Haïti, avait entretenu des relations diplomatiques avec les Espagnols dans le but de protéger son peuple et de maintenir la paix. Elle a même organisé un festin pour Bartolomeo Colón, le frère de Christophe Colomb, lors de sa visite à Zaragua en 1497. Malgré les ressentiments, Ana Caona a continué à dialoguer avec les autorités espagnoles de manière diplomatique, cherchant à établir des alliances et à négocier des conditions favorables pour son peuple. Cependant, sous le règne d'Ovando, la situation de son peuple s'est considérablement détériorée. De 1502 à 1503, alors que la colonisation espagnole s'intensifiait, elle s'est retrouvée confrontée à une pression croissante et à la trahison des autorités espagnoles. Elle s'est finalement tournée vers la résistance, organisant et soutenant des soulèvements contre la domination espagnole dans sa région. Ovando était déterminé à réprimer toute forme de résistance et considérait Ana Caona comme une menace significative pour le contrôle espagnol à Hispaniola. Il a conçu un plan pour la capturer sous le prétexte de la diplomatie. Ovando a envoyé une invitation à Ana Caona pour une réunion afin de discuter de la paix entre les Espagnols et le peuple taïno. Ignorant ses véritables intentions, Ana Caona accepta l'invitation. À son arrivée à la réunion, au lieu de s'engager dans des discussions amicales, les forces d'Ovando ont arrêté Ana Caona tandis que d'autres caciques sont brûlés vifs dans une hutte. Elle a ensuite été transférée à Santo Domingo et pendue 3 mois plus tard. Guarionex, cacique de Magua, fut également capturé par les Espagnols pendant le gouvernorat d'Ovando en 1502 ou 1503. Après sa capture, Ovando décida de l'exiler en Espagne avec d'autres caciques rebelles. Alors qu'ils étaient transportés en Espagne, le navire transportant Guarionex et les autres dirigeants taïnos fut pris dans un ouragan et coula. Guarionex et les autres prisonniers moururent dans le naufrage. Guacanagarix, cacique de Marien, qui entretenait une relation amicale avec Colomb et les Espagnols, vit son influence décliner à mesure que la présence espagnole à Hispaniola augmentait et que les conflits entre les taïnos et les Espagnols s'intensifiaient. Les circonstances exactes et la date de sa mort restent inconnues. Il existe également peu d'informations sur Cayacoa, le cacique qui dirigeait la région de Higüey lors de l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Mais après son règne, Cotubanama émergea finalement comme un leader important dans la région de Higüey et mena une résistance contre les Espagnols. Mais tout comme les autres dirigeants taïnos, Cotubanama et sa famille furent capturés. Il sera emmené à Santo Domingo et pendu sur l'ordre du gouverneur Nicolas de Ovando en 1504. Le peuple taïno fut soumis à des conditions difficiles sous le système de l'encomienda, au travail forcé et à l'exposition à de nouvelles maladies apportées par les Européens. En conséquence, leur population a considérablement diminué, entraînant une grave pénurie de main-d'œuvre. Les colonisateurs espagnols cherchaient à exploiter les ressources d'Hispaniola, en particulier leur présence dans les rivières et les mines de l'île. Ils avaient besoin d'une main-d'œuvre importante pour extraire ces ressources. De plus, les Espagnols ont introduit des cultures de rente, telles que la canne à sucre, qui nécessitaient un grand nombre de travailleurs pour cultiver, récolter et transformer. La population indigène ne pouvait pas répondre à cette demande en raison de leur nombre en déclin, ce qui a amené les Espagnols à chercher une source de main-d'œuvre alternative. Ils se tournent vers l'Afrique. Avant la colonisation et la traite des esclaves, la vie en Afrique subsaharienne était marquée par une diversité culturelle, politique, économique et sociale. La région abritait une multitude de royaumes, empires, chefferies et cités-États qui prospéraient grâce à des systèmes politiques organisés, des économies diversifiées et des échanges commerciaux florissants. Des empires comme le Ghana, le Mali, le Songhai, le royaume du Bénin et le royaume du Congo figuraient parmi les sociétés les plus influentes. Ces empires avaient des institutions politiques bien structurées, souvent gouvernées par des monarques puissants appuyés par des conseillers, des aristocrates et des chefs de clan. Les communautés agricoles étaient autosuffisantes, cultivant des céréales, des tubercules, des fruits et des légumes. Avant l'arrivée des religions abrahamiques, comme l'islam et le christianisme,
La plupart des sociétés africaines pratiquaient des religions animistes qui valorisaient le respect des ancêtres, des esprits et de la nature. On pense que la majorité des Haïtiens noirs vivant en Haïti aujourd'hui sont d'origine ouest-africaine, en particulier de groupes ethniques qui ont été amenés de force aux Amériques lors de la traite transatlantique des esclaves, plus particulièrement au XVIIIe siècle où la France exploitait intensivement les plantations de canne à sucre à Saint-Domingue. Les racines ethniques précises des Haïtiens sont difficiles à cerner en raison du bouleversement des systèmes sociaux conventionnels tout au long de la traite des esclaves. Cependant, la recherche génétique, le patrimoine culturel et l'analyse linguistique indiquent qu'une partie considérable de la population haïtienne descend de divers groupes ethniques, notamment Fon, Yoruba, Akan, Congo, Igbo et Mandingue. Parlons plus en détail de ces peuples et civilisations d'où sont originaires les Haïtiens. Le peuple Fon. La chronologie exacte du moment où le peuple Fon est devenu un groupe distinct n'est pas bien définie, mais on pense qu'elle a eu lieu au début de l'ère médiévale, vers le 6e au 9e siècle de notre ère. À cette époque, divers groupes ethniques d'Afrique de l'Ouest, dont les Fon, étaient en train de former des identités et des cultures distinctes qui deviendront plus tard plus définies. Ce processus a probablement été influencé par une combinaison de facteurs, notamment les migrations, les mariages mixtes et les interactions avec les sociétés voisines. Les Fon sont originaires de Tado, une petite ville Aja près de la frontière Togo-Bénin, et faisaient à l'origine partie de la classe dirigeante du royaume Aja d'Alada. Après un différend sur la succession, un groupe du peuple Aja s'est séparé et a émigré à Alada avec le roi Agazou. Un autre différend sur la succession a eu lieu et le fils d'Agazou, Dogbari, a conduit le peuple Fon vers le nord jusqu'à Abomey, où ils ont fondé le royaume du Dahomey vers 1620. Le royaume du Dahomey a commencé comme un petit état dirigé par le roi d'Akodonou, qui a fondé la capitale Abomey. Au fil du temps, le royaume du Dahomey a étendu ses territoires et son influence, devenant une puissance régionale à la fin du XVIIe siècle. L'expansion du royaume a été facilitée par une armée forte et bien organisée et un système politique centralisé. Le royaume du Dahomey a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle quand il a été vaincu par les forces coloniales françaises. Le royaume a été incorporé à la colonie française du Dahomey, qui a ensuite obtenu son indépendance en 1960 et est devenue la République moderne du Bénin. La culture Fon est marquée par un fort accent sur la tradition orale, avec des histoires, des proverbes et des histoires transmises de génération en génération par des griots ou des bardes. La musique, la danse et les compétences artisanales sont des aspects importants de leur culture. La religion Fon traditionnelle est centrée sur le culte d'un panthéon de dieux et d'esprits connus sous le nom de Vodun, les prêtres et les prêtresses jouant un rôle crucial dans la médiation entre les mondes humains et spirituels. La société Fon est traditionnellement organisée autour d'une structure hiérarchique avec un roi ou un chef au sommet, et le royaume du Dahomey était gouverné par une administration centralisée. Les Fon sont organisés en clans, qui jouent un rôle important dans la vie sociale. Les rôles de genre dans la société Fon ont toujours été relativement flexibles, les hommes et les femmes participant à divers aspects de la vie économique, sociale et religieuse. Les femmes, en particulier, ont occupé des postes importants de pouvoir et d'influence au sein du royaume du Dahomey. Comme en témoignent les célèbres Amazones du Dahomey, une unité militaire d'élite entièrement féminine qui a servi le royaume au XVIIIe et XIXe siècle. Les Amazones du Dahomey ont largement inspiré les fortes guerrières du blockbuster américain, Black Panther. Le peuple Yoruba. Le peuple Yoruba est l'un des plus grands groupes ethniques d'Afrique de l'Ouest, résidant principalement dans le sud-ouest du Nigeria, ainsi qu'au Bénin et au Togo voisin. Les origines exactes du peuple Yoruba sont encore débattues parmi les historiens et les anthropologues. Selon la mythologie Yoruba, le peuple Yoruba descend d'Oduduwa, le premier roi divin, qui est descendu du ciel et a créé la terre dans la ville sacrée d'Ile-Ife. Alors que le récit mythologique fournit une origine spirituelle au peuple Yoruba, des preuves historiques et linguistiques suggèrent que leurs ancêtres faisaient partie de la famille linguistique plus large du Niger-Congo et ont migré vers leur emplacement actuel depuis l'est ou le nord-est vers le 8e siècle de notre ère. Au fil du temps, le peuple Yoruba a établi de nombreuses cités-États dans la région, telles que Ile-Ife, Oyo, Ishbu et Ekiti. Ces cités-États, connus sous le nom de Ilu en Yoruba, étaient gouvernés par de puissants rois ou Oba, qui exerçaient à la fois une autorité politique et religieuse. Au XIIe siècle, Ile-Ife était devenu le centre spirituel et politique du peuple Yoruba. La ville était connue pour ses artisans qualifiés, en particulier dans les domaines du bronze, de la terre cuite et de la sculpture sur pierre. L'empire d'Oyo, un autre État Yoruba important, a pris de l'importance au XIVe siècle et a atteint son apogée entre les XVIe et XVIIIe siècles. L'empire d'Oyo était un État hautement centralisé et militariste, avec une puissante cavalerie qui lui permettait de dominer une grande partie de la région de Yoruba et au-delà.
La richesse et la puissance de l'Empire provenaient de son contrôle des routes commerciales et de sa participation aux traites transsahariennes et atlantiques des esclaves. Le déclin de l'Empire d'Ohio, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, a conduit à une période de fragmentation politique entre les États Yoruba. Cette instabilité a rendu la région vulnérable à l'expansion du califat de Sokoto et à l'arrivée des puissances coloniales européennes. À la fin du XIXe siècle, les États Yoruba avaient été incorporés à la colonie britannique du Nigeria. La culture Yoruba est connue pour ses réalisations artistiques, en particulier dans la sculpture, la poterie, les textiles et le perlage, la musique et la danse jouant un rôle important dans la vie culturelle. La religion Yoruba est un système de croyances complexe centré autour d'un panthéon de divinités connues sous le nom d'Orisha, avec le dieu suprême Olodumare ou Olorun comme créateur de l'univers. La structure sociale Yoruba est organisée autour d'un système hiérarchique qui comprend des Oba et d'autres dirigeants traditionnels, des systèmes de lignage et divers groupes professionnels et sociaux. La société Yoruba est divisée en plusieurs cités-États, chacune avec sa propre histoire, sa structure politique et sa dynastie dirigeante. Le peuple Yoruba a également un système de lignage étendu, avec des familles appartenant à des lignées ou des clans spécifiques basés sur une descendance patrilinéaire. Le peuple Akan. Le peuple Akan est originaire du désert du Sahara et des régions sahéliennes d'Afrique et a migré vers la région forestière vers le XIe siècle. Leur migration a été marquée par une série de colonies et d'adaptations, alors qu'ils se déplaçaient de la Nubie vers Aoukar ou Koumbi Saleh, un centre commercial important. Ils se sont finalement installés dans l'actuelle Côte d'Ivoire avant de déménager à Dorma dans l'actuelle région de Bono au Ghana et ont établi de petites communautés agricoles. Au fil du temps, ces communautés Akan ont grandi en taille et en complexité, formant finalement un certain nombre d'États et de chefferies indépendants. Ces premiers États Akan étaient organisés autour de structures de parenté matrilinéaire, le pouvoir politique et l'héritage passant par la lignée féminine. Ce système matrilinéaire reste aujourd'hui un aspect distinctif de la culture Akan. Le développement le plus significatif de l'histoire du peuple Akan a été l'émergence du puissant empire Ashanti à la fin du XVIIe siècle. L'empire Ashanti, dirigé par l'Azanté aîné, ou roi, a étendu son territoire à travers une série de campagnes militaires, dominant finalement une grande partie du Ghana actuel. La force de l'empire résidait dans son administration centralisée, sa puissante armée et le contrôle des abondantes ressources aurifères de la région. La puissance et la richesse de l'empire Ashanti ont attiré l'attention des commerçants européens et des puissances coloniales, ce qui a entraîné une augmentation des contacts et des échanges avec le monde extérieur. Au XIXe siècle, l'empire Ashanti s'est retrouvé en conflit avec l'empire britannique, ce qui a entraîné une série de guerres anglo-Ashanti. Les Ashanti ont finalement été vaincus et incorporés dans la colonie britannique de la Gold Coast en 1902. La culture Akan est connue pour son talent artistique dans les textiles, l'orfèvrerie et la poterie, le tissu kanté étant l'exemple le plus célèbre de l'art textile Akan. La musique et la danse, comme Adowa et Kété, jouent un rôle important dans la culture Akan. La religion Akan implique le culte d'un dieu suprême, de dieux inférieurs et d'esprits responsables de divers aspects de la vie, les esprits ancestraux jouant un rôle crucial. Les pratiques religieuses traditionnelles Akan impliquent des cérémonies, des offrandes et des rituels pour apaiser les dieux, les esprits et les ancêtres. La société Akan a un système de parenté matrilinéaire, avec un statut social et un héritage tracé à travers la lignée féminine, et est organisée hiérarchiquement avec différents niveaux d'autorité politique. Les sous-groupes Akan, tels que Azante, Fante et Akuapem, partagent de nombreux traits culturels communs, notamment le système matrilinéaire, les croyances religieuses et les traditions artistiques. Le peuple Congo. Les origines du peuple Congo remontent à la population plus large de langue bantoue, qui a commencé à migrer de la région autour du Nigeria et du Cameroun moderne vers différentes parties de l'Afrique vers 1000 avant notre ère. Les migrations bantoues ont introduit l'agriculture, le travail du fer et de nouvelles structures sociales dans les régions où elles se sont installées. On pense que le peuple Congo, comme d'autres groupes de langue bantoue, a migré du nord et s'est installé dans la région de l'Afrique centrale autour du bassin du fleuve Congo. L'histoire du peuple Congo est étroitement liée à l'essor du royaume de Congo, qui a été établi vers le XIVe siècle. Le royaume était un État hautement centralisé qui s'étendait sur l'actuel nord de l'Angola, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il était gouverné par le Mani-Congo, un roi qui détenait à la fois l'autorité politique et spirituelle sur le peuple Congo. Le royaume de Congo a connu une croissance et une prospérité importantes au cours des XVe et XVIe siècles, principalement en raison de sa situation stratégique le long de la côte atlantique et du contrôle des routes commerciales. L'économie du royaume était basée sur l'agriculture, l'artisanat et le commerce à longue distance, qui comprenaient des articles tels que les textiles, l'ivoire et le cuivre.
À la fin du XVe siècle, le royaume de Congo établit des contacts avec les Portugais, intéressés par le commerce et l'activité missionnaire. Ce contact a conduit à une période d'échange culturel et d'adaptation, ainsi qu'à l'introduction du christianisme dans le peuple Congo. Le Mani-Congo et de nombreux nobles Congo se sont convertis au christianisme, et la capitale du royaume, Mbanza-Congo, est devenue un important centre d'apprentissage et d'art chrétien. Malgré les relations pacifiques initiales avec les Portugais, le royaume de Congo s'est finalement empêtré dans la demande européenne croissante d'esclaves. Cette implication dans la traite des esclaves a entraîné des conflits internes, des perturbations sociales et le déclin éventuel du royaume. À la fin du XVIIe siècle, le royaume de Congo était fragmenté et son pouvoir avait diminué. Il a finalement été annexé par les Portugais en 1885 lors de la ruée vers l'Afrique. La culture Congo est connue pour ses réalisations artistiques, en particulier dans la sculpture sur bois, la poterie et les textiles. La religion traditionnelle Congo est centrée sur le culte des ancêtres et des êtres spirituels connus sous le nom de Minkizi, tandis que le dieu suprême est Edzambi Mpingu. La société Congo est organisée de manière hiérarchique, avec des dirigeants traditionnels au sommet et de nombreux clans et lignées basées sur la descendance patrilinéaire. L'héritage et le statut social passent par la lignée masculine. La musique et la danse Congo, avec une variété d'instruments tels que des tambours et des marimbas, sont souvent joués lors de cérémonies et de festivals. Les artisans Congo ont une longue histoire de création de sculptures complexes, souvent imprégnées de symbolisme et de pouvoir spirituel. Les textiles Congo, tels que le tissu de raffia, présentent souvent des motifs et des motifs complexes. L'arrivée du christianisme au XVe siècle a conduit à un paysage religieux syncrétique, les Congos pratiquant un mélange de coutumes religieuses chrétiennes et traditionnelles. Le peuple Igbo. Les premières preuves connues de la culture et de la société Igbo remontent au IXe siècle avec la découverte d'artefacts et de lieux de sépulture Henri. Le royaume de Henri était l'un des premiers centres politiques et religieux de l'histoire des Igbo, et son influence s'étendait sur une grande partie du peuple Igbo. On pense que le peuple Igbo a migré vers son emplacement actuel dans le sud-est du Nigeria depuis le nord, vers le IXe ou Xe siècle. Ils se sont installés dans les zones boisées de ce qui est aujourd'hui le Nigeria et ont développé une riche tradition culturelle basée sur l'agriculture, le commerce et la religion. Au XVe siècle, le peuple Igbo a commencé à commercer avec des explorateurs et des commerçants européens, notamment des Portugais et des Britanniques. Ce contact avec les Européens a conduit à l'introduction du christianisme et au développement de nouveaux systèmes politiques et économiques dans la société Igbo. Au XIXe siècle, le peuple Igbo était impliqué dans la traite transatlantique des esclaves, à la fois en tant que captifs et en tant que commerçants. Cette période de l'histoire a été marquée par d'importants bouleversements sociaux et politiques, notamment le développement des marchés d'esclaves et le déplacement de nombreux Igbo de leur foyer traditionnel. À la fin du XIXe siècle, les Britanniques ont colonisé le Nigeria, ce qui a eu un impact significatif sur la société Igbo. La culture Igbo est connue pour ses traditions artistiques, musicales et de danse dynamique, y compris les sculptures en bois complexes, les sculptures et les masques, les rythmes entraînants et les mélodies complexes. La langue Igbo est l'une des principales langues du Nigeria, connue pour sa complexité et sa richesse, et a influencé d'autres langues en Afrique de l'Ouest. La religion traditionnelle Igbo est centrée sur le culte d'un dieu suprême, Chukwu ou Chineke, et de divinités moindres et d'esprits ancestraux. La société Igbo est basée sur un système de réseaux familiaux étendus, connu sous le nom d'Umuna, qui détermine le statut social, les pratiques de mariage et les droits de succession. La famille est un élément central de la culture et de la société Igbo, les familles élargies jouant un rôle important dans l'organisation sociale et la vie économique. De nombreux Igbo se sont convertis au christianisme ou à l'islam tout en conservant leurs croyances et pratiques religieuses traditionnelles. La société comprend également une variété de groupes professionnels et sociaux, tels que les agriculteurs, les commerçants et les artisans, qui contribuent à la diversité et à la complexité de la vie sociale Igbo. Le peuple mandingue. Le peuple mandingue ou mandinka est un groupe ethnique originaire d'Afrique de l'Ouest, en particulier dans la région qui est aujourd'hui le Mali, le Sénégal et la Guinée-Bissau. L'histoire du peuple mandingue remonte à la région du Mandène au sud du Mali, où le pays était célèbre pour l'abondance d'animaux et de gibier qu'il abritait, ainsi que pour sa végétation dense. La région de Mandène faisait initialement partie de nombreux royaumes fragmentés qui se sont formés après l'effondrement de l'Empire du Ghana au XIe siècle. Cependant, sous le règne de Soundiata Keita, fondateur de l'Empire du Mali, ces royaumes ont été consolidés et la Mandinka s'est étendue à l'ouest du bassin du fleuve Niger. Cette migration a commencé à la fin du XIIIe siècle et de nombreux artisans orfèvres et forgerons mandingues métallurgistes se sont installés le long de la côte et dans les collines du Fouta Djallon et les plateaux d'Afrique de l'Ouest.
Leur présence et leurs produits attiraient les marchands mandingues et amenaient des caravanes commerciales d'Afrique du Nord et de l'Est du Sahel. Le commerce des caravanes a également amené les musulmans dans la région d'origine et élargie du peuple mandingue. En l'an 1311, Mansa Aboubakari II, de la dynastie Keita, a organisé et dirigé une expédition à travers l'océan Atlantique et on suppose qu'il a atteint les Amériques près de 200 ans avant Christophe Colomb. Cependant, ce succès ne fait pas l'unanimité parmi les historiens. Avant son départ, Aboubakari II avait laissé le trône à son jeune frère, Mansa Moussa. En 1324, Mansa Moussa, le souverain du Mali, souvent cité comme l'homme le plus riche de tous les temps, partit en pèlerinage du Hajj à la Mecque avec une caravane transportant de l'or. Shihab al-Umari, l'historien arabe, a décrit sa visite et a déclaré que Moussa avait construit des mosquées dans son royaume, établi des prières islamiques et ramené avec lui l'école maliki de juristes sunnites. Moussa a été très influent pour attirer les musulmans d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en Afrique de l'Ouest. Au XVIe siècle, l'Empire du Mali a commencé à décliner et le peuple mandingue a commencé à migrer vers d'autres régions d'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Ces migrations ont été motivées en partie par des facteurs économiques, tels que le désir de nouvelles opportunités commerciales, et en partie par des facteurs politiques, tels que l'effondrement de l'Empire du Mali et la montée de nouveaux États et royaumes dans la région. Au XVIIIe et XIXe siècle, le peuple mandingue était fortement impliqué dans la traite transatlantique des esclaves, à la fois en tant que captifs et en tant que commerçants. De nombreux mandingues ont été emmenés dans les Amériques, en particulier aux États-Unis, où ils sont devenus connus sous le nom de peuple Goula. La culture mandingue se caractérise par ses traditions artistiques, notamment la musique, la danse et les arts visuels. La musique mandingue comprend des instruments traditionnels tels que la kora et le balafon, tandis que la danse mandingue est connue pour ses costumes et masques élaborés. Les arts visuels mandingues comprennent la sculpture, les textiles et la poterie, illustrant souvent des thèmes du folklore et de l'histoire mandingue. La langue mandingue est tonale et a influencé d'autres langues en Afrique de l'Ouest. Les mandingues sont majoritairement musulmans, mais beaucoup pratiquent également les religions traditionnelles africaines. Le système de clan Gelikunda sert de fondement à l'organisation sociale mandingue, déterminant le statut social, les pratiques de mariage et les droits de succession. Les familles mandingues sont nombreuses et étendues, les membres de la famille devant fournir un soutien et contribuer au bien-être économique et social de la famille dans son ensemble. Les Européens ont commencé à avoir des contacts avec l'Afrique au XVe siècle, principalement par l'intermédiaire des Portugais, qui cherchaient une route maritime vers l'Inde et l'Asie. Au cours de l'exploration de la côte ouest africaine, les Portugais ont établi des relations commerciales avec les sociétés et les royaumes africains, échangeant des biens européens tels que des vêtements et des armes contre des biens africains tels que l'or, l'ivoire et les esclaves. Au XVIe siècle, des puissances européennes telles que l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont établi des postes de traite et des forts le long de la côte ouest africaine, étendant progressivement leur contrôle sur les sociétés et les royaumes africains par la conquête militaire et les alliances politiques. Ils étaient principalement intéressés par l'acquisition d'esclaves, ainsi que d'autres ressources telles que l'or, l'ivoire, le caoutchouc et les minéraux. La première arrivée enregistrée d'esclaves africains dans le Nouveau Monde a eu lieu en 1502, bien que ces esclaves n'aient pas été amenés directement d'Afrique. Au lieu de cela, plusieurs esclaves noirs d'Espagne ont été envoyés à Hispaniola par Juan de Cordoba. C'est donc Nicolas Ovando qui a initié la traite transatlantique des esclaves vers les Amériques. Cela a marqué le début d'une ère tragique au cours de laquelle des millions d'Africains ont été émigrés de force vers les Amériques, Hispaniola étant la première colonie où cette pratique a commencé. Juan de Cordoba était un marchand espagnol qui a joué un rôle important dans les premières années de la traite transatlantique des esclaves. À la fin du XVe et au début du XVIe siècle, il s'est établi comme un marchand de premier plan à Séville, en Espagne, et s'est impliqué dans le commerce avec les Amériques nouvellement découvertes. Juan de Cordoba a été parmi les premiers marchands à s'engager dans la traite transatlantique des esclaves. En 1502, sous le règne de Nicolas de Ovando, plusieurs de ces esclaves africains furent envoyés à Hispaniola de l'Espagne. Cela a marqué le début de la traite des esclaves africains dans les colonies espagnoles et la première arrivée enregistrée d'esclaves africains en Amérique du Nord. En 1505, Ovando demanda au roi Ferdinand II d'envoyer 17 esclaves dans les mines d'Hispaniola. Cependant, le roi a envoyé 100 esclaves noirs directement d'Espagne au gouverneur, plus qu'on ne lui en demandait. Au cours des 5 années suivantes, Ovando s'est arrangé pour que 250 esclaves supplémentaires soient transportés d'Europe pour travailler dans les mines d'or et de cuivre.
Entre 1501 et 1518, la traite transatlantique des esclaves consistait en des esclaves noirs amenés d'Ibérie, car le trafic direct d'esclaves en provenance d'Afrique était initialement interdit en raison de préoccupations concernant l'introduction de pratiques religieuses non chrétiennes dans les populations indigènes. Au cours de ces années, le nombre d'esclaves transportés semble avoir été relativement faible. En 1518, le nouvel empereur d'Espagne Charles V, petit-fils de Ferdinand II et d'Isabelle, a levé la restriction qui exigeait que les esclaves naissent sous la domination chrétienne. Il a émis une charte permettant d'acheter 4000 Africains directement auprès des commerçants portugais des îles du Cap-Vert et de les transporter vers le Nouveau Monde. Les premiers navires négriers connus transportant des captifs directement d'Afrique vers les Amériques partirent des îles du Cap-Vert et de Sao Tomé, atteignant Hispaniola, Porto Rico et Cuba en 1526. Ce fut le début du système Asiento. L'Asiento était un contrat de monopole espagnol accordé aux marchands étrangers, leur permettant de fournir des esclaves africains aux colonies espagnoles des Amériques. Ce système était un élément important de la traite transatlantique des esclaves, officialisant le commerce d'êtres humains et assurant un approvisionnement régulier en main-d'œuvre pour les colonies espagnoles. Le premier Asiento de vente d'esclaves est rédigé en août 1518, accordant au noble savoyard Laurent de Gouvenot le monopole de l'importation des esclaves africains pendant 8 ans. Gouvenot a vendu sa licence à la Casa de la Contratación de Tindia et à 3 sous-traitants, qui étaient des marchands de Génois en Andalousie. L'Espagne et le Portugal ont coopéré dans le système Asiento en raison de leurs intérêts et positions complémentaires dans la traite atlantique des esclaves. Le Portugal avait établi des postes de traite et des forts le long de la côte ouest africaine, ce qui leur donnait un accès direct à la source des Africains capturés. D'autre part, l'Espagne possédait de vastes territoires coloniaux dans les Amériques qui nécessitaient une main-d'œuvre stable, mais il n'avait pas d'accès direct au marché d'esclaves africains. Le traité de Tordesillas, signé en 1494, a divisé le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal. L'Espagne prenant le contrôle de la plupart des Amériques, tandis que le Portugal a sécurisé les territoires en Afrique, en Asie et au Brésil. Cette division a joué un rôle crucial dans l'élaboration de leur coopération dans le système Asiento. Le Portugal, en tant que l'une des principales nations de la traite des esclaves, a fourni les Africains dont l'Espagne avait besoin pour ses colonies. Comme l'Espagne n'avait pas la capacité de transporter les captifs et d'accéder directement au marché d'esclaves africains, ils ont accordé des Asientos à d'autres nations, dont le Portugal. Cette formalisation de l'importation d'Africains a entraîné une augmentation de leur nombre au sein de la colonie, car ils ont été amenés par milliers. Pendant ce temps, la population indigène taïno, initialement estimée entre 100 000 et 300 000 avant l'arrivée de Christophe Colomb, a connu un déclin drastique. La population était estimée à 50 000 en 1518 lorsque Diego Colón, fils de Christophe Colomb et successeur d'Ovando, était gouverneur. Bartolomé de las Casas, moine espagnol, historien et réformateur social, a joué un rôle déterminant dans la défense des droits des peuples autochtones au sein des colonies espagnoles. Malheureusement, son empathie ne s'est pas étendue à la souffrance des Noirs réduits en esclavage. Il a plaidé pour l'utilisation d'esclaves africains comme moyen d'atténuer les difficultés endurées par le peuple taïno. Cependant, les esclaves taïnos et africains ont résisté ensemble aux dures conditions imposées par leurs oppresseurs espagnols. Ils ont organisé des révoltes et des soulèvements contre les colonisateurs, collaborant parfois à leurs efforts pour lutter pour la liberté et résister au régime colonial oppressif. Par exemple, la résistance dans les mines d'or de Cibao en 1509, où il y a eu des soulèvements parmi les Africains et la population taïno. Aussi en 1519, un chef taïno nommé Enriquillo a mené une rébellion à Hispaniola, qui comprenait à la fois des participants taïnos et africains. Enriquillo est né dans une famille de Zaragoza vers 1500. En 1503, Nicolas de Ovando a orchestré la mort du père d'Enriquillo, de sa tante Anacaona et de 80 autres chefs régionaux, alors qu'il assistait à de supposés pourparlers de paix avec les Espagnols à Zaragoza. Orphelin, Enriquillo a été élevé et éduqué dans un monastère de Santo Domingo et a reçu le nom Enrico. Bartolomé de las Casas fut l'un de ses mentors. Parce qu'il venait d'une famille privilégiée, il était encore reconnu comme chef ou ni-taïno par d'autres taïnos. En 1519, sa femme Doña Mancia a été abusée sexuellement par son maître, un Espagnol nommé Valenzuela. Enriquillo a tenté de demander justice devant les tribunaux espagnols,
aucune mesure n'a été prise puisque c'était la parole de Mancia contre celle de l'Espagnol. Selon certains auteurs, cet événement a été le catalyseur de la révolte d'Enriquillo dans les montagnes du Bauruco. Les forces d'Enriquillo, composées de Taïnos et d'Africains qui s'étaient échappés des plantations, ont mené des attaques éclairs contre les colonies espagnoles. Ils frappaient puis se retiraient dans les montagnes de la région de Bauruco, où le paysage accidenté offrait une défense naturelle et une cachette. Cela a rendu difficile pour les Espagnols de réprimer la rébellion. Tout au long de la révolte, Enriquillo a cherché à former des alliances avec des Africains qui partageaient une lutte commune contre le système colonial oppressif espagnol. Ces alliances se sont avérées cruciales pour renforcer les rangs des rebelles et présenter un front uni contre les colonisateurs. Alors que la révolte se poursuivait, les autorités coloniales espagnoles trouvaient de plus en plus difficile de maintenir le contrôle de l'île et de protéger leurs colonies des attaques persistantes. La rébellion d'Enriquillo a perturbé l'économie coloniale et causé des dommages importants à l'infrastructure espagnole, de nombreuses plantations étant abandonnées en raison des raids continus et de la menace de violence. En 1526, les autorités coloniales espagnoles déploient plus de forces pour tenter de réprimer la rébellion, mais les rebelles d'Enriquillo restent insaisissables et poursuivent leurs attaques. En 1530, alors que la révolte se poursuit et que l'impact économique s'aggrave, les autorités coloniales espagnoles envisagent de négocier avec Enriquillo pour mettre fin au conflit. Mais les tentatives de négociation de paix entre les rebelles et les autorités espagnoles échouent et la révolte continue. En 1533, reconnaissant la menace posée par la révolte en cours, les autorités espagnoles ont finalement décidé d'être plus accommodantes. Francisco de Barrionuevo, qui a été nommé par les autorités coloniales pour négocier avec les rebelles, a concédé un accord de paix à Enriquillo. Ce fut une victoire rare pour un chef indigène au début de la période coloniale, car les Espagnols acceptèrent d'accorder aux rebelles leur liberté et leurs droits fonciers. Enriquillo et ses partisans ont été autorisés à vivre de manière autonome sur leur propre territoire, à l'abri du contrôle colonial. Après 14 ans de rébellion, les partisans d'Enriquillo avaient augmenté en nombre. Cette communauté nouvellement indépendante, composée de plusieurs centaines de personnes, comprenait des femmes, des enfants, des esclaves et des serviteurs indiens et africains en fuite, et même des métis. Enriquillo s'est installé dans la zone qui est aujourd'hui la province de Monte Plata en République dominicaine. Le 27 septembre 1535, il mourut dans la ville de Boya, aujourd'hui connue sous le nom de Sabana Grande de Boya. La rébellion menée par Enriquillo n'a pas été le seul soulèvement auquel les colonisateurs espagnols ont dû faire face. Le 25 décembre 1521, 20 esclaves africains musulmans, à l'aide de machettes, ont attaqué leur maître. Les assaillants ont tué plusieurs Espagnols et libéré un groupe de 12 esclaves taïnos. Ce soulèvement bien planifié et coordonné a commencé sur la plantation de canne à sucre Nueva Isabela, propriété du gouverneur de la colonie, Diego Colón. La tradition orale locale suggère que la révolte a été menée par Maria Olofa et Gonzalo Mandinga, un couple romantique et tous deux musulmans de l'ethnie Wolof d'Afrique de l'Ouest. L'objectif principal de la rébellion était d'éliminer tous les colonisateurs espagnols, d'abolir l'esclavage et de prendre le contrôle de l'île. L'insurrection a eu lieu la nuit le long de la rivière Nigua, à l'ouest de la ville de Santo Domingo, dans l'actuelle province de San Cristobal. Les rebelles ont utilisé toutes les armes disponibles et en ont façonné d'autres à partir de poteaux aiguisés alors qu'ils attaquaient des fermes et des plantations, volant des bijoux et des vêtements tout en exhortant d'autres individus réduits en esclavage à se joindre à leur cause. La milice coloniale, dirigée personnellement par le gouverneur Colón, a écrasé la rébellion. Après cette fin, de sévères punitions ont été infligées à ceux qui y ont participé, y compris l'exécution des dirigeants présumés. Le 6 janvier 1522, le gouverneur Colón a implémenté des lois strictes visant à la fois les Noirs libres et les esclaves pour éviter un autre soulèvement. On pense qu'il s'agit de certaines des premières lois créées pour contrôler les Africains dans le Nouveau Monde. Les lois de 1522 limitaient les mouvements physiques des esclaves, leur interdisaient de porter des armes et d'accéder aux armes, obligeaient les propriétaires d'esclaves à tenir des registres d'esclaves stricts et introduisaient des sanctions sévères sous forme de torture physique et d'exécution. La révolte a également incité l'empereur Charles V à bannir des Amériques les esclaves soupçonnés de penchants islamiques. Il a attribué le soulèvement à leur idéologie radicale plutôt qu'aux dures conditions de l'esclavage. Malgré l'échec de la révolte de 1521, de nombreux Africains refuseront de se soumettre. Ils échapperont à leurs maîtres espagnols et formeront des communautés indépendantes et autonomes appelées palanques ou établissements cimarrons. Ces communautés étaient souvent situées dans des zones reculées et inaccessibles telles que des montagnes ou des forêts denses, qui offraient une protection naturelle contre les forces espagnoles. Les cimarrons, également connus sous le nom de marrons, joignaient parfois leurs forces aux taïnos,
créant un front diversifié et unifié contre les colonisateurs espagnols. Le mouvement cimarron s'est renforcé alors que de plus en plus d'esclaves s'échappaient des conditions brutales des plantations et des mines. Les cimarrons se sont engagés dans une guérilla contre les Espagnols, lançant des raids sur les plantations pour libérer les esclaves, voler des ressources et saboter les efforts des colonisateurs. Ils ont également développé leur propre culture, mélangeant des éléments africains, indigènes taïnos et européens. Ces révoltes ont contribué au départ de nombreux Espagnols de l'île. Pourtant, ce n'était pas la raison principale de leur départ. Dans les premières années de la colonisation, les Espagnols étaient principalement intéressés par l'exploitation des ressources aurifères d'Hispaniola. Cependant, au milieu du XVIe siècle, ces ressources étaient largement épuisées. La diminution des réserves d'or a rendu l'île moins attrayante pour les Espagnols, qui ont commencé à détourner leur attention vers des entreprises plus lucratives ailleurs dans les Amériques. Au fur et à mesure que les Espagnols étendaient leur empire dans les Amériques, ils découvraient de nouveaux territoires aux richesses immenses, comme le Mexique et le Pérou. Les conquêtes des empires aztèques et incas ont fourni aux Espagnols de grandes quantités de métaux précieux, en particulier l'argent, qui dépassait de loin la richesse qu'ils avaient obtenue d'Hispaniola. Par conséquent, les Espagnols ont réorienté leurs ressources et leur attention vers ces nouvelles colonies, laissant le développement d'Hispaniola stagner. Bien que les aventuriers espagnols en quête de fortune rapide se soient désintéressés d'Hispaniola, l'île restait un atout majeur pour la couronne. En tant que première colonie espagnole des Amériques, l'île servait de point de départ pour de nouvelles explorations et conquêtes dans la région. C'est à partir d'Hispaniola que des expéditions menées par des conquistadors comme Hernán Cortés et Francisco Pizarro sont partis conquérir respectivement le Mexique et le Pérou. C'était aussi une escale importante pour les routes commerciales espagnoles entre l'Europe et les Amériques. Les ports de l'île ont facilité l'échange de marchandises entre l'Ancien et le Nouveau Monde, avec des navires transportant des métaux précieux, du sucre et d'autres produits de valeur des Amériques vers l'Europe, et des marchandises et des colons européens arrivant dans le Nouveau Monde. En plus de cela, Hispaniola a servi de base militaire à l'Espagne pour protéger ses intérêts dans les Caraïbes et les Amériques. Les forts et garnisons espagnols de l'île ont été utilisés pour protéger les routes commerciales lucratives des menaces potentielles, telles que les pirates et les puissances européennes rivales. Et ces autres puissances européennes rivales, en particulier les Français, les Anglais et les Néerlandais, qui ne faisaient pas partie du traité de Tordesillas, œuvraient de plus en plus pour obtenir leur part du gâteau. À partir des années 1520, la mer des Caraïbes a vu une augmentation de l'activité des pirates français. Ces pirates, souvent appelés flibustiers, étaient des aventuriers qui se livraient à des actes de piraterie, attaquant des navires et des colonies côtières pour piller et s'enrichir. Le nombre croissant de pirates français dans la région au cours de cette période a eu des implications importantes pour les Caraïbes et pour les puissances européennes impliquées dans la colonisation du Nouveau Monde. Les flibustiers français ont été attirés par les Caraïbes en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, la région servait de voie de transit cruciale pour les flottes de trésors espagnols transportant de grandes quantités d'or, d'argent et d'autres biens de valeur vers l'Espagne depuis ses colonies américaines. Ces précieuses cargaisons ont fait des navires espagnols des cibles de choix pour les pirates cherchant à amasser des richesses. De plus, les Caraïbes offraient de nombreuses baies, criques et îles isolées qui étaient des cachettes naturelles aux pirates pour attendre et lancer des attaques surprises. La géographie des Caraïbes en a fait une base d'opération idéale pour les pirates, leur permettant de frapper rapidement et de disparaître dans l'immensité de la mer. En plus de cela, dans les premiers stades de la colonisation, le Nouveau Monde présentait des opportunités de piraterie en raison d'absence d'autorité et de contrôle. Alors que les puissances européennes établissaient des colonies et des routes commerciales, elles se concentraient principalement sur l'extraction des ressources et l'accumulation de richesses, ne laissant aucune autorité pour faire respecter la loi. Les pirates français, ainsi que leurs homologues d'autres nations européennes, ont développé une méthode particulière de piraterie connue sous le nom de la flibuste. Les flibustiers opéraient principalement à partir de bases telles que la Tortue, Hispaniola et la Jamaïque, où ils ont établi des camps ou des colonies. Ces bases leur fournissaient des provisions, des réparations et un endroit pour partager leur butin. Les pirates français étaient connus pour leur tactique brutale, qui comprenait l'attaque de navires espagnols et de colonies côtières, le pillage, le saccage et souvent des actes de violence. Ils capturaient des navires, confisquaient leurs cargaisons et faisaient parfois des prisonniers contre rançon ou les utilisaient comme monnaie d'échange dans les négociations avec les autorités coloniales. Des puissances européennes telles que la France, l'Angleterre et la République néerlandaise ont commencé à reconnaître la valeur stratégique de ces pirates comme moyen pour contrecarrer la domination espagnole dans les Caraïbes. Ils accordent des mandats, appelés lettres de course, aux corsaires,
leur permettant d'attaquer légalement les navires et les colonies espagnoles. La course fait référence à la pratique des navires privés, connus sous le nom de corsaires, autorisés par un gouvernement à commettre des actes de guerre contre des navires ennemis en temps de conflit. Le concept de corsaire est apparu alors que les puissances européennes cherchaient à établir leur domination dans le Nouveau Monde et à s'engager dans une guerre maritime contre des nations rivales. De 1520 à 1560, les corsaires français étaient seuls dans leur lutte contre la couronne d'Espagne et le vaste commerce de l'Empire espagnol dans le Nouveau Monde, mais ont ensuite été rejoints par les Anglais et les Hollandais. L'un des cas les plus célèbres de corsaires enregistrés dans le Nouveau Monde remonte au XVIe siècle, lorsque des corsaires anglais tels que Sir Francis Drake et Sir John Hawkins se sont livrés à des raids sur des flottes et des colonies espagnoles dans les Caraïbes. Sir Francis Drake, le célèbre corsaire et explorateur anglais, a capturé la ville de Santo Domingo dans l'actuelle République dominicaine en 1586. Cependant, son occupation de la ville a été relativement courte. La flotte de Drake est arrivée à Santo Domingo le 14 janvier 1586. La ville était mal préparée pour un assaut important et les forces de Drake ont rapidement submergé ses défenses. Ils ont capturé la ville, l'ont pillée et ont exigé une rançon des autorités locales. La durée exacte de l'occupation de Santo Domingo par Drake n'est pas documentée avec précision, mais on estime qu'elle a duré environ une semaine ou un peu plus. L'attaque a mis en évidence la vulnérabilité des colonies espagnoles et a démontré la force et l'audace croissante des corsaires européens. En 1605, l'Espagne était exaspérée par les colonies espagnoles de l'île d'Hispaniola qui se livraient à la contrebande avec les Néerlandais et les Anglais avec lesquels il était en guerre. Pour arrêter cela, ils ont déplacé de force les colons plus près de Santo Domingo, entraînant des conséquences désastreuses. Ces actions seront connues sous le nom de dévastation d'Osorio. Les troupes espagnoles ont rasé 5 colonies, tandis que certains habitants se sont battus, se sont échappés dans la jungle ou ont cherché refuge auprès des navires hollandais de passage. De nombreux colons sont morts de faim et de maladie, le bétail a été abandonné. De nombreux Africains en esclavage ont en profité pour s'échapper. Les colonies de la Yagana et de Bayaja, respectivement sur les côtes ouest et nord d'Haïti d'aujourd'hui, ont été incendiées. Les dévastations d'Osorio et la relocalisation des colons espagnols autour de Santo Domingo s'avéreront être une erreur stratégique majeure de l'Espagne qui facilitera l'occupation de la partie ouest d'Hispaniola par les Français et l'établissement de la future colonie française, Saint-Domingue. Profitant de la présence affaiblie de l'Espagne, des flibustiers français et anglais s'installent sur l'île de la Tortue qui deviendra la cachette favorite des pirates des Caraïbes. Un petit groupe de colons espagnols était d'abord installé sur l'île de la Tortue. Cependant, en 1625, des colons français et anglais de Saint-Kitts arrivèrent sur l'île, avec l'intention de s'installer à Hispaniola, mais se sont redirigés vers l'île de la Tortue. Les Espagnols les ont ensuite attaqués en 1629, dirigés par Don Fadrique de Toledo, qui a fortifié l'île et expulsé les colons français et anglais. Après le départ de l'armée espagnole pour s'occuper des colons français sur Hispaniola, les Français revinrent en 1630, réclamèrent le fort et étendirent ses défenses. À partir de 1630, l'île de la Tortue est divisée en colonies françaises et anglaises, attirant les flibustiers qui l'utilisent comme base principale d'opération. En 1635, l'Espagne a repris la Tortue aux Anglais et aux Français pour repartir en raison de son manque perçu d'importance stratégique. Cela a permis le retour des pirates français et anglais. En 1638, les Espagnols firent une troisième tentative pour prendre l'île, expulsant les Français et les Néerlandais nouvellement installés. Cependant, les colons français et hollandais reprennent le contrôle en 1640 avec la construction du fort de Rocher, leur permettant de repousser une invasion espagnole l'année suivante. À partir de 1640, les pirates de la Tortue se faisaient appeler les Frères de la Côte. Les Frères de la Côte avaient une composition diversifiée qui comprenait des personnes d'horizons divers. Ils se composaient principalement de Français et d'Anglais, avec une minorité de Néerlandais, mais aussi d'une petite communauté d'Africains et d'indigènes taïnos qui ont fui l'esclavage. Ils partageaient un désir commun de richesse, d'aventure et de défis contre les puissances européennes, en particulier l'Espagne. La confrérie était régie par un code d'honneur et des règles qui favorisaient la prise de décisions législatives, l'autorité de commandement hiérarchique, les droits individuels et la répartition équitable des revenus. Henry Morgan, l'un des frères les plus connus, est généralement crédité d'avoir codifié son organisation. Les Africains en fuite ont souvent trouvé des opportunités en rejoignant des équipages de pirates ou en créant leur propre groupe de pirates indépendants. Les pirates, connus pour leur opposition aux autorités établies et leur rejet des normes sociétales conventionnelles, étaient plus susceptibles d'accueillir des individus issus de milieux marginalisés, y compris des esclaves en fuite. Les pirates valorisaient les compétences, le courage et la loyauté au détriment de l'origine raciale ou sociale,
faisant de la piraterie une voie potentielle de liberté et d'autonomisation pour ceux qui avaient été réduits en esclavage. Les pirates de l'île de la Tortue comptaient également des femmes dans leur rang, dont Jacotte de la Haye. Selon la tradition orale, Jacotte de la Haye était une métisse rousse née à Hispaniola en 1630 d'un père français et d'une mère africaine. Elle se déguisait en homme, comme c'était la pratique des femmes pirates à cette époque. La française Anne Dieuleveux et la hollandaise Nil Kuiper faisaient également partie des femmes qui s'adonnaient à la flibuste sur l'île de la Tortue. Mentionnons aussi que ce sont les boucaniers qui ont d'abord créé la confrérie de la côte, qui a ensuite été rejoint par les flibustiers et les corsaires. Les boucaniers étaient des aventuriers et bûcherons, qui chassaient les bœufs et les porcs sauvages d'Hispaniola pour ensuite boucaner la viande, c'est-à-dire la sécher à la fumée sur le boucan. En plus du commerce de la viande, des peaux de bêtes et du bois, ils s'adonnaient à la contrebande et parfois à la flibuste. On estime que la population de l'île de la Tortue variait de quelques centaines à quelques milliers de personnes. L'île servait principalement de base aux pirates, aux corsaires et aux contrebandiers et n'était pas une colonie permanente. La nature transitoire de la communauté des pirates et les arrivées et départs fréquents des navires ont contribué à une population fluctuante sur l'île. En 1654, les Espagnols capturèrent la Tortue pour la 4e et dernière fois, marquant la fin de l'importance de l'île en tant que paradis des pirates. En 1655, l'île de la Tortue fut réoccupée par des intrus anglais et français dirigés par Elias Watts, qui obtint un mandat du colonel William Brenne, agissant en tant que gouverneur militaire de la Jamaïque. Watts a été le gouverneur de la Tortue. En 1660, un Français du nom de Jérémie Deschamps est nommé gouverneur par l'Angleterre. Mais Deschamps a proclamé allégeance au roi de France, a établi les couleurs françaises et a repoussé avec succès plusieurs tentatives anglaises de récupérer l'île. En 1664, le roi Louis XIV de France a publié une série de décrets royaux visant à placer les boucaniers, les flibustiers et corsaires français sous le contrôle de la couronne. Les décrets visaient à réglementer leurs activités et à en faire une force plus organisée et disciplinée fidèle à la France. Les soldats de l'armée française ont mis le pied pour la première fois sur Hispaniola en 1665. Cette année-là, la France a envoyé une expédition militaire dans les Caraïbes, dirigée par l'amiral Jean-Baptiste Ducasse et le capitaine François Levasseur de Beauplan. Leur mission était d'établir une présence française sur l'île et de contrer l'influence espagnole dans la région. L'expédition française débarque sur la côte nord d'Hispaniola, près de l'actuel Cap Haïtien. Ils ont réussi à établir une colonie française et à construire le fort Saint-Louis sur le site, qui a servi de base stratégique pour une nouvelle expansion française dans les Caraïbes. Si au début la population de l'île de la Tortue était majoritairement composée d'individus peu scrupuleux qui se livraient à la flibuste pour s'enrichir, en revanche vers la fin du XVIIe siècle, les nouveaux arrivants étaient majoritairement des huguenots français qui fuyaient la persécution des protestants provoquée par la révocation de l'édit de Nantes. Cela changera progressivement le mode de vie sur l'île de la Tortue et la partie ouest de l'île d'Haïti. En 1670, l'ère des flibustiers était en déclin et de nombreux pirates se sont tournés vers la coupe de grumes et le commerce du bois comme source alternative de revenus. En 1680, de nouvelles lois du Parlement interdisent la navigation sous pavillon étranger, portant un coût juridique important aux pirates des Caraïbes. Le traité de Ratisbonne, signé en 1684 par les puissances européennes, dont la France et l'Angleterre, a encore mis fin à la piraterie. De nombreux flibustiers ont été embauchés dans les services royaux pour réprimer leurs anciens alliés flibustiers. La capitale de Saint-Domingue a été déplacée de la Tortue à Port-de-Paix sur Hispaniola en 1676. Ces développements ont marqué le déclin de la flibuste et le passage à un contrôle colonial européen plus organisé dans la région. Les Français occupaient de facto la partie ouest d'Hispaniola et nommaient même des gouverneurs, mais ils étaient des envahisseurs aux yeux de l'Espagne. Ceci n'était qu'une extension des différents conflits et guerres dans lesquels les puissances européennes se sont affrontées tout au long du XVIIe siècle. La guerre, appelée la guerre de 9 ans, a commencé en 1688. Elle impliquait une importante coalition de forces, comprenant le Saint-Empire romain germanique, la République néerlandaise, l'Espagne et l'Angleterre, connue sous le nom de Ligue d'Augsbourg, déployée contre la France. La guerre est née de conflits territoriaux, de conflits commerciaux et d'opposition à la politique expansionniste de Louis XIV. Les négociations de paix aboutiront au traité de Ryswick, signé le 20 septembre 1697, qui mettra officiellement fin au conflit. Les dispositions de ce traité étaient complexes et comprenaient des ajustements territoriaux. Hispaniola en faisait partie.
Au XVIIe siècle, Rijswijk aux Pays-Bas était une localité considérablement plus petite et plus rurale par rapport à son caractère urbain contemporain, offrant un contraste frappant avec sa ville voisine, La Haye. La ville était caractérisée par des paysages pastoraux et des habitations relativement modestes, offrant un répit tranquille à l'aristocratie et aux classes supérieures comparé aux environnements plus fréquentés des centres urbains voisins. Rijswijk a acquis une renommée internationale en 1697 lorsqu'elle est devenue le lieu de la signature du traité de Rijswijk, un accord important visant à mettre fin à la guerre de 9 ans et à négocier la paix entre plusieurs puissances européennes. Cet événement important survenu à Rijswijk a brièvement transformé ce lieu tranquille en un point central de la diplomatie européenne, attirant des monarques, des diplomates et des chefs militaires de tout le continent. Le traité impliquait la reconnaissance des dirigeants, notamment Louis XIV de France reconnaissant Guillaume III comme roi d'Angleterre. Il a également tenté de maintenir un équilibre des pouvoirs en Europe, en corrigeant certaines des incohérences territoriales survenues en raison des conflits antérieurs. Divers territoires d'Europe, des Caraïbes et d'Amérique du Nord qui étaient occupés pendant la guerre ont été restitués à leur statut d'avant-guerre ou négociés pour parvenir à un équilibre des pouvoirs. Dans les Caraïbes, l'Espagne a reconnu le contrôle français de l'île de la Tortue et de la partie occidentale d'Hispaniola, Saint-Domingue. Après que l'Espagne ait cédé la partie occidentale d'Hispaniola à la France, Saint-Domingue a connu une transformation significative et est devenue la colonie la plus rentable des Caraïbes au milieu du XVIIIe siècle. Saint-Domingue a connu une augmentation de sa production de sucre, tirant parti des plaines fertiles et employant un grand nombre d'Africains réduits en esclavage. Les plantations de canne à sucre se sont développées et la colonie est devenue un important producteur de sucre, répondant à une demande mondiale croissante. Le sucre était très apprécié sur les marchés européens, car la demande a explosé au XVIIe et XVIIIe siècle. Il était utilisé non seulement comme édulcorant, mais aussi dans la production de rhum et de mélasse. Le processus de production de sucre était à forte intensité de main-d'œuvre et nécessitait une quantité importante de travail manuel, ce qui a conduit à la création de grandes plantations. Ces plantations ont été organisées dans le but de maximiser la culture de la canne à sucre et de faciliter la transformation sur place, impliquant des tâches telles que la plantation, la récolte et la transformation de la canne à sucre, qui demandaient beaucoup de main-d'œuvre. La rentabilité du sucre était directement liée à l'exploitation des esclaves africains qui étaient contraints de travailler dans ces plantations dans des conditions épouvantables. Le taux de mortalité parmi les esclaves était élevé en raison des conditions de travail brutales, d'une alimentation inadéquate et des maladies. Le café est devenu une autre culture cruciale pour Saint-Domingue au XVIIIe siècle, répondant à la demande européenne croissante. Les zones de haute altitude de la colonie offraient des conditions propices à la culture du café, lui permettant de devenir un exportateur important. L'indigo, une plante utilisée pour produire un précieux colorant bleu, était cultivée dans diverses parties de la colonie. La teinture indigo était demandée pour les textiles et est devenue un produit d'exportation lucratif. La diversification vers le café et l'indigo a apporté une certaine stabilité économique à Saint-Domingue, car elle n'était pas uniquement dépendante du sucre. Différentes régions de la colonie pourraient se spécialiser dans diverses cultures, optimisant ainsi l'utilisation de terrains et de climats variés. La prospérité découlant de la production de sucre, de café et d'indigo a généré une immense richesse pour les planteurs et les commerçants européens, mais a simultanément souligné d'énormes inégalités sociales et économiques. Saint-Domingue, en tant que colonie française, était politiquement organisée par une combinaison de structures de gouvernance coloniale et de dynamique sociale locale, fortement influencée par l'économie de plantation et l'institution de l'esclavage. La colonie était supervisée par un gouverneur général nommé par la monarchie française. Le gouverneur général détenait une autorité importante et était responsable des questions militaires et civiles sur le territoire. Ce rôle impliquait souvent d'équilibrer les intérêts de l'administration coloniale et des élites coloniales locales. Un intendant, également nommé par la monarchie française, était chargé des questions financières et administratives à Saint-Domingue. L'intendant supervisait la perception des impôts, les affaires commerciales et les questions judiciaires. Il existait également un conseil colonial qui faisait office d'organe consultatif et judiciaire. Le conseil était composé de membres de l'élite locale, souvent de riches planteurs et marchands. Ce conseil a contribué à légiférer sur les ordonnances locales et a également fonctionné comme une haute cour pour certaines questions juridiques. La colonie était divisée en régions administratives appelées paroisses. Chacune présidée par des fonctionnaires locaux qui géraient les affaires civiles, maintenaient l'ordre et appliquaient les lois, généralement sous la direction et dans l'intérêt de riches planteurs. Inévitablement, dans le contexte de cette économie prospère basée sur l'exploitation des êtres humains,
Une hiérarchie sociale s'était formée. Au sommet de la hiérarchie sociale se trouvaient les planteurs et les marchands blancs, qui détenaient souvent une influence économique et sociale substantielle dans la colonie. Ils étaient impliqués dans la gestion et les profits des plantations et du commerce et occupaient fréquemment des postes dans la gouvernance locale et dans les milices. Au-dessous de l'élite riche se trouvaient les petits blancs de petits agriculteurs, commerçants et artisans blancs, qui nourrissaient beaucoup de haine pour les affranchis mulâtres qui souvent étaient plus riches qu'eux et avec lesquels ils devaient rivaliser économiquement. Les affranchis noirs ou métis occupaient une position complexe et souvent précaire dans la hiérarchie sociale saint-domingoise. Certains ont accumulé des richesses et des biens, y compris des esclaves, tandis que d'autres vivaient modestement. Leurs droits étaient limités par des préjugés raciaux et des limitations juridiques, mais ne subissaient pas la brutalité et l'oppression auxquelles étaient confrontés les esclaves africains. Constituant la majorité de la population, les esclaves africains ont été soumis à une extrême brutalité et à une exploitation dans le cadre du système de plantation. Ils étaient considérés comme des biens et ne jouissaient pas des droits humains fondamentaux tels que promulgués dans le Code noir. Le Code noir était un décret publié par le roi de France Louis XIV en 1685. Il définissait les conditions de l'esclavage dans l'Empire colonial français. Le décret comportait plusieurs éléments clés. Le Code noir faisait des Africains réduits en esclavage des biens meubles de leurs maîtres. Il définit les châtiments infligés aux esclaves. Il interdit le mariage des esclaves avec des personnes libres, sans le consentement du maître de l'esclave et du roi, ou de son représentant. Il restreint les activités des personnes libres de couleur. Il imposait la conversion au catholicisme pour tous les esclaves de tout l'Empire. Il a ordonné l'expulsion de tous les Juifs des colonies françaises. Parallèlement, au XVIIIe siècle, le commerce triangulaire atteint son apogée. Le commerce triangulaire était un système commercial multicontinental qui reliait l'Europe, l'Afrique et les Amériques, du XVIe au XIXe siècle. Le système fonctionnait de telle manière que les navires européens transportaient des produits manufacturés vers l'Afrique, où ils étaient échangés contre des esclaves, qui étaient ensuite transportés de force à travers l'Atlantique pour travailler dans les colonies des Amériques. Ces colonies, à leur tour, exportaient des matières premières et des biens, comme le sucre, le tabac et le coton, vers l'Europe. Ce système commercial permettait aux colons de Saint-Domingue de disposer de la main-d'œuvre nécessaire, même si les esclaves mouraient en grand nombre. Il était moins coûteux d'acheter de nouveaux esclaves que d'en prendre soin. Malgré ce système monstrueux érigé contre eux, les Africains de Saint-Domingue étaient loin d'accepter leur sort. Déjà au XVIIe siècle, un esclave africain nommé Padre Jean initia une rébellion. En 1676, Padre Jean s'était libéré en tuant son maître, un Espagnol, et se réfugia sur l'île de la Tortue. Avant même que la présence française à Saint-Domingue ne soit consolidée par le traité de Ryswick et alors que les colons étaient pour la plupart des boucaniers qui commençaient tout juste à planter du café, Padre Jean organisa depuis la Pointe Palmiste, en 1679, avec quelques dizaines d'esclaves en fuite comme lui, la guérilla dans le nord de l'île autour de Port-de-Paix et Port-Margot. Il fut tué avec ses compagnons en 1679 lors d'une bataille contre les flibustiers qui pratiquaient la traite des Noirs. Sa rébellion est souvent citée comme l'un des premiers indices d'une résistance organisée parmi la population asservie de la colonie des Caraïbes françaises. Mais la révolte de Padre Jean ne sera pas la dernière à Saint-Domingue. Au milieu du XVIIIe siècle, un esclave du royaume du Congo mena un soulèvement de grande ampleur qui inquiétait sérieusement la métropole. Il s'appelait François Makanda. François Makandal serait né au début du XVIIIe siècle en Afrique. Cependant, son lieu de naissance exact ne fait pas l'unanimité parmi les historiens. Selon les anthropologues américains Mark Davis et Wyatt McGaffey, il serait né dans l'Empire Congo. Le nom Makanda viendrait du Congo et aurait été francisé. D'autres sources identifient son origine comme étant les montagnes de l'Atlas qui s'étendent sur le Maghreb, mais des chercheurs contemporains comme Sylviane Diouf ont spéculé qu'il pourrait être originaire des nations modernes du Sénégal, du Mali ou de la Guinée. Un autre point encore qui fait débat est sa religion. Pour certains, ses pratiques religieuses combinent des éléments Congo et pour d'autres, son origine serait plutôt musulmane. La thèse musulmane semble être supportée par le fait que Makandal écrivait, parlait la langue arabe et il répétait souvent le mot Allah dans ses prières. Plus tard, lui-même dira lors de son arrestation et interrogation à Saint-Domingue que Allah signifiait Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ. Toutefois,
Son parcours de révolutionnaire suggère qu'il était bien imbu des pratiques religieuses traditionnelles africaines. Mais était-il un musulman? L'origine congolaise de Makandal est la plus acceptée et la plus vraisemblable. Des données montrent que d'autres esclaves débarqués dans les Caraïbes à cette époque et portant le nom Makanda venaient du territoire du Congo-Angola. D'après l'auteur Rodney Salnave, il est fort possible que Makandal soit un Luba, une ethnie distincte de la République du Congo actuelle. Ceci expliquerait sa connaissance de l'arabe et de l'islam car les Luba ou Baluba fréquentaient les marchands swahili fortement islamisés. Soulignons aussi que les Luba croyaient en un Dieu créateur unique. Donc, il semble que Makandal avait une connaissance de l'islam sans être musulman pratiquant. Makandal buvait beaucoup le tafia alors que la consommation d'alcool est prohibée dans la religion musulmane. L'éducation de Makandal laisse croire qu'il appartenait à une famille africaine d'un rang élevé car il savait lire et écrire, ce qui était très rare parmi les Africains réduits en esclavage. Cela suggérerait qu'on le préparait à occuper une position élevée dans son clan. Il avait du goût pour la musique, la peinture et la sculpture. Très jeune, il avait déjà des connaissances poussées des plantes. Ces connaissances vont lui servir plus tard à être reconnu comme un guérisseur, mais aussi un concocteur de poison. Makandal prisonnier de guerre est vendu et transporté à Saint-Domingue. La date de son arrivée dans la colonie française est incertaine. Il sera acheté et réduit en esclavage sur la propriété de Sébastien François le Normand de Mézy, située à Limbé. C'est sur cette plantation que le prénom François lui a été attribué. Il était non seulement apprécié par son maître grâce à son zèle et son intelligence, mais aussi par ses compagnons esclaves à qui il prodiguait des soins médicaux, ayant une grande connaissance des plantes médicinales. Il participait souvent dans les danses vaudou organisées sur la plantation et était connu comme un grand séducteur parmi les femmes. La question de savoir si la main de Makandal a été coupée est sujette à débat aussi. Selon certaines sources, il aurait perdu une main dans un accident de moulin à sucre, ce qui l'aurait amené à s'échapper et à devenir un leader marron. Cependant, les détails exacts de cet événement ne sont pas clairement établis et varient selon les récits. Certains considèrent cette histoire comme une partie de la légende entourant Makandal. Dans l'arrêt du Conseil du Cap relatif à la condamnation de Makandal le 20 janvier 1758, il est écrit, et je cite, « Pour réparation de quoi il aurait été condamné à faire amende honorable. Nu en chemise, tenant en ses mains une torche de cire ardente. Tenant en ses mains, il est dit. » De plus, dans une lettre écrite du Cap français le 24 juin 1758, décrivant la tentative d'évasion de Makandal, on peut lire « Le bourreau lui-même ne pouvait croire ce qu'il voyait. Il se jeta cependant sur le criminel, auquel on lia les pieds et les mains et on le rejeta dans le brasier. Il n'y a aucune mention d'infirmité de Makandal. Ce qui est sûr, c'est que Makandal, révolté dans son être, n'acceptera pas sa condition d'esclave. Il s'enfuira pour se réfugier dans les montagnes et joindre les bandes de marrons. Durant sa période en tant que marron, Makandal voyageait entre diverses communautés marrons et plantations d'esclaves, diffusant ses connaissances en herboristerie et en vaudou. Il est devenu connu comme un puissant Oungan et orateur ayant des capacités surnaturelles. Son charisme et son intelligence lui ont permis de former un vaste réseau de partisans prêts à se battre pour leur liberté. Cette rébellion prit forme grâce à des tactiques de guérilla et à l'empoisonnement qu'il considérait comme un moyen de guerre contre le système colonial oppressif. Ces actions ont provoqué une panique généralisée parmi les colons blancs et les propriétaires de plantations qui craignaient le potentiel d'un soulèvement massif d'esclaves. Au-delà de ses prouesses militaires, Makandal était considéré comme un puissant Oungan. Cela lui conférait une aura de mystique et de peur aux yeux des colons français et de ses semblables africains. Un autre élément fortement associé à la résistance de Makandal était l'utilisation du poison. Doté d'une connaissance approfondie de la flore de l'île, il concoctait de puissantes toxines à partir d'herbes et de plantes. Ces poisons étaient distribués aux esclaves travaillant dans les plantations, qui les glissaient ensuite dans la nourriture et les boissons de leurs maîtres, provoquant ainsi des maladies et des décès généralisés parmi les colonisateurs français. Bien que l'ampleur exacte de la campagne empoisonnée de Makandal soit débattue par les historiens, elle a semé la terreur dans le cœur de la population blanche et déstabilisé davantage le système colonial. La rébellion de Makandal a transcendé les simples actes de défi. Il avait une vision plus grande. Il ne cherchait pas seulement à garantir de meilleures conditions aux esclaves, mais envisageait également un renversement complet de l'ordre colonial et l'établissement de l'indépendance des Noirs sur l'île. Pour y parvenir,
Il travailla sans relâche pour unir des bandes marrons disparates et forger des alliances avec les esclaves travaillant encore dans les plantations. C'est ce vaste réseau qui va tout changer dans la lutte des marrons. Le charisme et le message de libération de Macandal ont profondément résonné au sein de la population opprimée, le transformant en une figure messianique. Sa croyance inébranlable dans la justesse de sa cause en faisait un redoutable adversaire des Français. Macandal possédait apparemment une résilience presque surnaturelle. Certains affirmaient même qu'il pouvait changer de forme et échapper à la capture, renforçant ainsi la mysticité qui le caractérisait. Pour les esclaves comme pour les esclavagistes, il est devenu un symbole, une lueur d'espoir pour les premiers, un signe avant-coureur de malheur pour les seconds. Vu les troubles sans précédent que causait la révolte de Macandal, beaucoup d'efforts ont été déployés par les autorités françaises pour le neutraliser. En septembre 1757, Assam, une jeune femme esclave, complice de Macandal, capturée par les Français, va, sous la torture, dévoiler la cachette de son chef. Cependant, les circonstances exactes de la capture de Macandal en 1758 restent floues et sujettes à débat. Des récits décrivent une embuscade tendue par les forces coloniales. Profitant des informations reçues sur ses déplacements, les soldats l'auraient encerclé et capturé après une confrontation. Macandal fut condamné à être brûlé vif. La sentence devait être exécutée le 20 janvier 1758 sur la place publique du Cap Français, aujourd'hui Cap Haïtien. Ce jour-là, sur la place publique, un bûcher avait été dressé et une foule immense s'était amassée, avide de voir le supplice de cet homme qui avait défié l'ordre colonial. Les autorités, conscientes de la puissance symbolique de Macandal, voulaient faire de son exécution un exemple terrifiant pour tous les esclaves. Macandal, arrivé sur la place, enchaîné, ne montrait aucune trace de peur. On le hissa sur le poteau enfoncé dans le sol, et le bourreau commença à l'entourer de fagots de bois. Malgré cela, il haranguait la foule, proclamant sa liberté et sa foi en la victoire future des esclaves. Sa voix puissante et ses paroles incendiaires ont semé le trouble parmi les spectateurs, certains y voyant un signe de sa puissance surnaturelle. C'est alors que Macandal, dans un ultime défi à ses oppresseurs, tenta une évasion désespérée. Selon les récits historiques, il aurait réussi à briser ses liens et à se précipiter vers la foule, semant le chaos et la panique. Les gardes, surpris par cette résistance inattendue, se mirent à le poursuivre. Il est rattrapé et ramené à nouveau au bûcher, où il sera lentement dévoré par les flammes. De nombreuses légendes racontent que Macandal n'a pas été réellement brûlé vif et qu'il a réussi à s'échapper du bûcher en se transformant en moustique ou en fumée. Sa réputation messianique a alimenté ces légendes, lui conférant une aura d'immortalité et d'invincibilité. Après la mort de Macandal, de sévères restrictions furent imposées aux esclaves. Interdiction de la médecine traditionnelle, des rassemblements et du commerce. Ils interdirent l'utilisation d'armes à feu, même aux noirs libres. De nombreux des partisans de Macandal furent emprisonnés ou exécutés, mais le cœur du mouvement resta intact. Même les esclaves domestiques très appréciés des Blancs étaient profondément impliqués dans les complots en cours, alimentant la paranoïa parmi les propriétaires de plantations. Les empoisonnements se sont poursuivis pendant des décennies et les esclaves faisaient preuve d'insubordination inhabituelle, même lorsqu'ils étaient torturés. Macandal occupe une place majeure dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance haïtienne en tant que précurseur et symbole de la révolte contre l'esclavage. Il fut le premier à mener une révolte à grande échelle dans la colonie de Saint-Domingue. Ce n'est pas un hasard si les révolutionnaires de 1791 choisissent le bois caïman situé sur l'habitation de Lenormand de Mézy où Macandal fut esclave et pratiquait des cérémonies religieuses. Cela montre l'importance que Macandal et son mysticisme avaient à leurs yeux. À cette époque, Macandal était le plus grand des héros des esclaves qui inspiraient leur lutte et leurs aspirations à la liberté. Toussaint Louverture avait 15 ans quand Macandal mourut et Dessalines allait naître 8 mois plus tard. Indéniablement, Macandal était le modèle de la prochaine génération qui allait conduire à l'indépendance. Une indépendance que Macandal fut le premier à invoquer dans la colonie, avant l'indépendance américaine et avant la Révolution française. Le déclin de l'Espagne, amorcé dès le XVIIe siècle, s'accentue avec la perte progressive de ses territoires au profit des puissances montantes, notamment la France et la Grande-Bretagne qui, au cours du XVIIIe siècle, se livrent une lutte acharnée pour le contrôle des territoires d'Amérique du Nord et des Caraïbes. Ces colonies, piliers économiques fondés sur l'agriculture intensive et le commerce, dépendent largement du travail forcé des esclaves africains.
La rivalité pour les ressources et les routes commerciales attise les tensions, créant un climat d'instabilité qui annonce des affrontements imminents. En 1756, la guerre de 7 ans éclate, embrasant l'Europe, l'Amérique du Nord, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. La France et la Grande-Bretagne s'affrontent, chacune appuyée par de puissants alliés. La France s'allie à l'Espagne, l'Autriche, la Russie et la Suède, tandis que la Grande-Bretagne reçoit le soutien du Royaume de Prusse, du Portugal, des Iroquois et de ses 13 colonies américaines. Le conflit se termine en 1763 avec le traité de Paris qui consacre la victoire des Britanniques. La France cède à la Grande-Bretagne de vastes territoires, incluant la Nouvelle-France, composée du Québec, de l'Ontario, de l'Acadie et de Terre-Neuve, une grande partie de ses possessions en Inde, ainsi que plusieurs îles des Antilles, telles que la Dominique, Grenade, Saint-Vincent et les Tobago. La Louisiane est transférée à l'Espagne. Le traité propulse la Grande-Bretagne au rang de première puissance mondiale. Cet événement bouleverse l'équilibre des pouvoirs coloniaux et marque le début d'une nouvelle ère. Mais cette victoire britannique sème les graines d'une future révolution qui va aussi changer la face du monde. La guerre a coûté cher à la Grande-Bretagne. Pour renflouer ses caisses, le gouvernement impose de nouvelles taxes aux colonies américaines, sans leur consentement. Des taxes sur le papier, le sucre, le thé et d'autres biens essentiels sont instaurées, alimentant un mécontentement croissant parmi les colons américains. Ces lois fiscales injustes et l'absence de représentation politique dans les décisions affectant directement leur vie quotidienne conduisent les colons à remettre en question leur allégeance à la couronne britannique. C'est dans ce contexte de frustration économique et de ressentiment envers un gouvernement perçu comme tyrannique que les idéaux révolutionnaires commencent à germer. Les philosophes des Lumières, comme John Locke, Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau, ont promu les idées de liberté naturelle, d'égalité des hommes et de gouvernement par le consentement du peuple. Ces idées ont trouvé un terrain fertile chez les colons américains, qui se sentaient opprimés par la taxation et le manque de représentation politique imposé par la couronne britannique. De plus, la guerre de 7 ans avait créé un sentiment d'unité parmi les colons. Ils ont découvert leur force et leur capacité à se battre pour leurs intérêts. La collaboration entre les 13 colonies pour repousser l'ennemi français a renforcé l'idée d'une identité américaine commune. Le mécontentement fiscal, le sentiment d'unité, l'expérience militaire et l'inspiration des Lumières créent ainsi un cocktail explosif. Le 5 mars 1770, une confrontation entre des soldats britanniques et des colons à Boston dégénère en fusillade. 5 colons sont tués et plusieurs autres blessés. Cet événement tragique est perçu par les colons comme une illustration de l'oppression britannique et de la violation de leurs droits. La colère et le ressentiment s'intensifient. Le massacre de Boston devient un symbole de la résistance à la domination britannique et contribue à radicaliser les colons, les poussant un peu plus vers la Révolution. La Boston Tea Party, survenue le 16 décembre 1773, fut un acte de protestation politique où des colons américains, déguisés en Amérindiens, jetèrent 342 caisses de thé britanniques dans le port de Boston. La guerre opposant les colons américains à la Grande-Bretagne va officiellement commencer avec les batailles de Lexington et Concord le 19 avril 1775. Ces premiers affrontements marquent le début des hostilités armées entre les forces britanniques et les milices coloniales. Suite à ces événements, le Second Congrès continental se réunit le 10 mai 1775 à Philadelphie, prenant des mesures pour organiser une armée continentale sous le commandement de George Washington, posant ainsi les bases d'une lutte organisée pour l'indépendance. Le 4 juillet 1776, le Congrès continental proclama l'indépendance des 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord. La France, ennemie jurée des Britanniques et humiliée par sa défaite lors de la guerre de 7 ans, voit dans le conflit américain une opportunité de revanche. Monté sur le trône en 1774, le roi Louis XVI de France décide d'aider les Américains. Initialement, le soutien français est secret, consistant, dès 1776, en l'envoi de fournitures militaires, de fonds et de munitions aux rebelles américains via des intermédiaires. La victoire américaine à la bataille de Saratoga en octobre 1777 se révèle être un tournant. Elle convainc la France que les colons américains ont une chance réelle de succès contre les Britanniques. En conséquence, en février 1778, la France signe 2 traités importants avec les Américains. Le traité d'amitié et de commerce, qui reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis, et le traité d'alliance,
promettant une aide militaire française aux Américains et établissant une alliance militaire contre la Grande-Bretagne avec des conditions stipulant que la France ne chercherait pas à obtenir de territoires américains. Au-delà de l'aide financière, la France s'engagera militairement en envoyant des soldats au combat aux côtés des Américains. Ces soldats ne viendront pas seulement de la métropole française, mais aussi des colonies. Le siège de Savannah en 1778 sera l'un des moments forts de la guerre où des hommes de couleur venus des colonies antillaises dont Saint-Domingue s'illustreront au combat. Savannah était la capitale de la Géorgie, sous contrôle des troupes britanniques depuis le 29 décembre 1778. Il est devenu un port majeur et un centre économique crucial pour les Britanniques dans le sud des colonies américaines. Sa position lui permettait de servir de base pour les opérations militaires britanniques dans la région et d'assurer le contrôle sur les routes commerciales essentielles. Sur l'insistance du consul de France à Charlestown, le vice-amiral Charles-Henri d'Estaing, ancien gouverneur de Saint-Domingue, accepte de participer à une opération conjointe avec l'armée américaine pour reprendre Savannah. Avant son implication directe dans les opérations militaires en Amérique du Nord, notamment le siège de Savannah, l'amiral d'Estaing jouait un rôle crucial dans les opérations navales françaises dans les Antilles pour protéger Saint-Domingue et les autres colonies des Antilles. Saint-Domingue, étant la colonie la plus riche et la plus importante de la France dans les Caraïbes, joue un rôle logistique essentiel, fournissant des ressources et un soutien pour les opérations militaires. D'Estaing arrive à Saint-Domingue en 1779, après sa victoire à la bataille de la Grenade le 6 juillet de la même année. Son arrivée à Saint-Domingue lui permettait de reconstituer sa flotte et de préparer les opérations futures contre les forces britanniques à Savannah. Pour renforcer ses troupes, il va intégrer le corps des chasseurs volontaires de Saint-Domingue dans son armée. Les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, formés suite à une ordonnance du 12 mars 1779 et renforcés par une seconde en avril, augmentant leur rang de 800 à 1030 membres, étaient composés de volontaires colons français et d'environ 1 millier de fusiliers affranchis, qui étaient des Noirs libres et des mulâtres. Le corps était commandé par le vicomte François de Fontanges, un grand planteur dans le sud de Saint-Domingue. Celui-ci fut promu chef d'état-major par l'amiral d'Estaing. L'armada de d'Estaing quitte le Cap Français le 15 août 1779, renforcée par 1500 soldats dont 800 affranchis de Saint-Domingue, dont les plus illustres sont Jean-Baptiste Chavannes, Jacques Beauvais, Jean-Louis Villatte, Martial Besse, Pierre Faubert, Laurent Féroux, André Rigaud et Henri Christophe, futur roi d'Haïti, âgé seulement de 12 ans enrôlé comme tambour. Soulignons au passage que le rôle des tambours est crucial pour la communication des ordres sur le champ de bataille et pour le maintien du moral et de la cohésion des troupes. Les séquences rythmiques qu'ils jouent peuvent signaler des instructions spécifiques, comme l'avance, la retraite ou le rassemblement des soldats. Pendant le trajet, les soldats étaient dans l'ignorance de leur destination. D'Estaing avait gardé le secret sur la mission réelle des troupes. Certains pensaient qu'ils allaient attaquer la Jamaïque, tandis que d'autres spéculaient sur une possible destination vers la Nouvelle-Angleterre. Après 3 semaines de navigation, les troupes de l'amiral d'Estaing arrivent en Géorgie le 8 septembre 1779, débarquant devant la ville de Savannah assiégée. Leur intervention vise à soutenir les insurgés américains, en grande difficulté face aux Anglais. Le siège débute par un blocus terrestre et naval, dans l'espoir d'affaiblir les défenses britanniques par le manque de provisions et de renforts. Les forces assiégeantes tentent plusieurs bombardements d'artillerie pour briser les fortifications britanniques, mais ces attaques ne parviennent pas à infliger des dommages décisifs. Après plusieurs semaines de siège, d'Estaing décide de lancer un assaut direct contre les positions britanniques, considérant que la situation de blocage ne peut se prolonger indéfiniment. Le 9 octobre 1779, les troupes franco-américaines entament une attaque massive, mais se heurtent à une résistance acharnée de la part des défenseurs britanniques, solidement retranchés. Les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, faisant partie des forces d'assaut, se distinguent par leur courage et leur ténacité, luttant vaillamment sur le devant de l'attaque. Malgré leur bravoure, l'assaut se solde par un échec, avec de lourdes pertes pour les assaillants, contraints de battre en retraite face à l'impossibilité de percer les lignes britanniques. Au moment de la retraite, les chasseurs volontaires de Saint-Domingue jouent un rôle crucial en couvrant le mouvement des forces franco-américaines, permettant ainsi une retraite ordonnée et minimisant les pertes supplémentaires. N'était-ce eux, les forces franco-américaines auraient pu être annihilées à Savannah. Au soir du 28 octobre, la flotte française quitte Savannah pour regagner Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Martinique. Les alliés franco-américains ont subi de lourdes pertes à Savannah. On dénombra 244 soldats tués, 120 capturés et 584 blessés, parmi lesquels le jeune Henri Christophe.
Malgré ce revers, cette expérience de combat s'avéra précieuse pour les futurs révolutionnaires haïtiens, tels que Chavannes, Rigaud et Christophe. Les forces britanniques ne vont quitter Savannah qu'en juillet 1782, marquant la fin de leur occupation de la ville pendant la guerre d'indépendance américaine. Un peu plus d'un an plus tard, soit le 3 septembre 1783, le traité de Paris va mettre fin à la guerre et la couronne britannique reconnaîtra officiellement l'indépendance des Américains. L'effet domino de la guerre de 7 ans était loin de s'arrêter. Une autre révolution qui va changer le monde se germait en Europe, celle du peuple français. Le système de la monarchie absolue sous Louis XVI se trouve profondément discrédité. Les privilèges de l'aristocratie et du clergé, anachroniques dans une société en pleine mutation, cristallisent les frustrations. Le pouvoir centralisé à Versailles apparaît déconnecté des réalités vécues par le tiers-État, qui représente l'immense majorité de la population mais se voit constamment marginalisé. Après la guerre de 7 ans, la France, contrairement à la Grande-Bretagne, avait choisi de ne pas augmenter les taxes mais de recourir à des emprunts pour financer sa dette considérable. La dette nationale de la France, ayant augmenté de 1,36 milliard de livres en 1753 à 2,35 milliards en 1764, s'alourdit davantage en raison de la diminution des revenus après la perte de colonies et de l'engagement financier dans la guerre d'indépendance américaine. Cette situation provoque une montée en flèche des taux d'intérêt, exacerbant les difficultés financières du pays. Face à cette situation critique, le gouvernement est contraint de revoir sa stratégie financière et décide d'augmenter les impôts dans le but de réduire rapidement l'endettement et de renforcer une marine affaiblie. Cette décision, cependant, suscite un mécontentement profond au sein de la population. Les tentatives de réforme fiscale se heurtent à l'intransigeance des élites, tandis que les classes populaires et moyennes, écrasées par les impôts, peinent à survivre. Les mauvaises récoltes de 1788 aggravent encore la situation, plongeant le pays dans une grave crise alimentaire. Sur le plan social, les inégalités criantes et l'injustice deviennent de plus en plus insupportables pour une population qui aspire à plus d'équité. Les idées des Lumières, avec les philosophes Voltaire, Rousseau et Montesquieu, critiquant ouvertement l'absolutisme des prônant les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs et la souveraineté du peuple, alimentent le désir de changement. Les pamphlets et les libelles circulent, exacerbant le mécontentement général et appelant à une transformation radicale de la société. Lorsque le roi convoque les États généraux en mai 1789 pour tenter de résoudre la crise financière, il ouvre involontairement la boîte de Pandore. Les débats autour de la représentation et de la répartition des pouvoirs dégénèrent rapidement en une remise en question fondamentale de la monarchie elle-même. Le 14 juillet 1789, Paris est en ébullition. Poussée par le désespoir, une foule hétéroclite, composée de bourgeois, d'artisans et de travailleurs, converge vers la Bastille, exigeant la libération des prisonniers et la remise des munitions et des armes pour se défendre contre les troupes royales. La résistance de la garnison est vaine face à la détermination des assaillants. Après plusieurs heures d'affrontement, la forteresse capitule. Les conséquences de cet événement sont immédiates et profondes. Les fondations de l'ancien régime craquent sous le poids des exigences populaires. Le roi Louis XVI, réalisant l'ampleur de la contestation, rappelle les troupes et reconnaît officiellement la Garde nationale, une force militaire citoyenne. La prise de la Bastille encourage les révolutionnaires dans tout le pays, déclenchant une vague de révoltes qui mèneront à l'abolition des privilèges féodaux le 4 août 1789 et à l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août, posant les fondements des principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Malgré ces idéaux progressistes et humanistes proclamés par la Révolution française, les populations opprimées des colonies françaises des Antilles n'ont pas connu d'amélioration de leur situation. Les révolutionnaires français, malgré leur élan altruiste, n'ont pas tendu la main au départ aux affranchis et aux esclaves de Saint-Domingue. Ces derniers devront mener eux-mêmes leur propre combat pour défendre leur humanité.